Bien, bonsoir à tous. Je vous propose que nous démarrions donc cette séance du séminaire de la chaire de philosophie et de l'Europe, consacrée ce soir à la citoyenneté à l'épreuve de l'Europe. Comme la dernière fois, je voudrais excuser mon collègue et ami Jean-Marc Ferry qui, pour des raisons médicales, est absent. Nous accueillons ce soir, alors, d'un côté Catherine Colotellen, que sans doute vous connaissez, à la fois philosophe française de renom, qui en grande carrière, notamment en Allemagne, parce qu'elle a dirigé le centre Marc Bloch, mais aussi en France, elle a été membre de l'Institut de France, et puis prof à Rennes, on peut dire, pendant longtemps. Des travaux importants et même majeurs, littéralement, sur Max Weber, nombreux. Et puis des travaux, alors j'aurais pu dire aussi des travaux sur la naissance du droit subjectif, par exemple, avec des thèses plus personnelles et singulières et originales. Des travaux aussi récents, très intéressants sur la question de la démocratie, dans un livre La démocratie sans démos. Plus récemment encore, un livre avec notre collègue Florent Guénard, qui est enseignant ici sur Peuple et Populisme, et puis même un petit dernier là, qui est sorti aux presses universitaires de Rennes, que vous avez dirigé il y a peu de temps, sur Que reste-t-il de Marx, avec un beau sujet, un beau programme. Et donc là, aujourd'hui, vous allez nous parler de quelque chose qui est à la fois au cœur de vos réflexions, mais en même temps à la marge, parce que la question de la citoyenneté, la question du droit dans la citoyenneté a occupé vos réflexions, mais pas nécessairement sur la question européenne, et donc il y a un peu un décalage qu'on vous demande d'une certaine manière de faire. Et puis, pour discuter, comme d'habitude, une jeune chercheuse, ici Teresa Poulano, merci d'être là parmi nous. Teresa est maître de conférence à l'Institut d'études européennes et globales donc, de l'Université de Bâle en Suisse. Elle a réalisé un doctorat de théorie politique de mémoire sur la libre circulation, je me souviens de ça, à l'Université de Paris, puis ensuite a été à l'Institut d'études politiques de Paris avant d'être chercheur invité à Roma Tre et à l'Université Columbia. Donc la règle c'est à peu près 30-40 minutes, mais vous vous sentez libre pour présenter votre intervention. Et puis Teresa ensuite aura à peu près 20 minutes, mais là aussi il faut se sentir libre pour discuter. Puis ensuite vous aurez la parole. Merci pour cette présentation. Bon, je vais essayer de garder ça à une bonne distance. Vous me signalerez si ce n'est pas le cas. Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter pour ce qui est de me présenter. Je vous remercie d'avoir mentionné le petit ouvrage sur Marx, parce que je crois qu'on a oublié de faire un service de presse. Il est passé totalement inaperçu, alors je suis très contente. Bon, oui. J'annonce, ça ressort déjà de ce qui a été dit, j'annonce tout de suite que je ne suis pas une spécialiste des questions européennes, je le mentionne, je ne veux pas dire que j'ai absolument rien à dire, ne partez pas en courant, mais je veux dire que vous voyez passer ici dans ces séminaires beaucoup de gens, beaucoup d'intervenants, dont je suppose que la plupart d'entre eux sont infiniment plus compétents, ils travaillent depuis beaucoup plus longtemps sur le sujet, et ils ont une connaissance de la littérature à ce propos beaucoup plus large que la mienne. Alors, bon, quand j'ai été sollicité pour participer à ce séminaire, j'ai supposé, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, que je devais cette invitation au fait que j'ai contribué, alors c'est le résultat en fait de l'ouvrage sur la démocratie qui lui-même était en fait un ouvrage sur les droits subjectifs. J'ai jamais voulu faire un livre sur la démocratie. Je suis passé des droits subjectifs, le titre s'est imposé, c'était sur la démocratie. Une fois que j'étais sur la démocratie, on m'a dit si tu parles de la démocratie, tu as aussi quelque chose à dire sur le populisme. Alors bon, etc. Et l'Europe c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est un collègue allemand qui m'a invité à participer à un groupe, c'était de la Hote School of Governance à Berlin. Ce groupe comportait un certain nombre de personnes avec lesquelles j'étais très flatté de travailler, même si je connaissais certains d'entre eux, Dieter Grimm par exemple, et puis Calypso Nicolaïdis, les gens dont j'ai fait connaissance, qui eux étaient aussi de diverses manières des spécialistes de l'Europe. Bon, je représentais le philosophe dans l'affaire, je suppose. Je dois dire quand même, je pense, donc l'article que j'avais composé à cette occasion a été publié donc en anglais seulement. Le titre, ça a été traduit, je ne me suis pas risqué moi-même à la traduction. Le titre était « Ce que l'Europe fait à la citoyenneté, What does Europa to citizenship ?» Et l'ouvrage porte pour titre The End of the
Eurocrats Dream, est paru en 2016. Il est dirigé, je signale, par, les noms peuvent dire quelque chose à certains d'entre vous si vous êtes spécialiste des questions européennes, par Damien Kalmers, Markus Jarten-Fuchs et Christian Jorges. Je crois que je dois à Christian Jorges, si certains d'entre vous connaissent ces analyses, c'est un juriste, ces analyses d'un certain nombre de décisions de la Cour de justice européenne, notamment, qui sont très souvent citées. Bon, il voit à peu près où il se situe, et donc je pense que c'est à lui que je dois avoir été sollicité pour participer à ce groupe de travail. Alors bon, je ne vous présente pas, même si je n'ai aucune raison de supposer que vous connaissez déjà le texte que j'ai écrit en anglais, et même si ce texte n'existe en anglais, donc je pourrais l'exposer en français à l'occasion, mais j'ai un peu déplacé mon approche, et j'ai donné pour titre donc à cet exposé d'aujourd'hui la citoyenneté à l'épreuve de l'Europe. Mon angle d'attaque est très largement le même, mais le contenu de ma prestation sera un peu différent. Mon angle d'attaque est le même, je veux dire par là que mon objectif, ce n'est pas de mesurer la citoyenneté européenne à la norme ou à la jauge de la citoyenneté étatique nationale, mais c'est, comme le disait le titre de mon article précédent, c'est d'apprécier ce que la construction européenne fait à la citoyenneté, c'est-à-dire ce que la construction européenne, les transformations que la construction européenne induit dans la manière dont nous concevons la citoyenneté, où nous vivons la citoyenneté. La manière dont nous vivons la citoyenneté européenne certes, mais aussi la citoyenneté nationale étatique. Donc il ne s'agit pas essentiellement de stigmatiser les insuffisances de la citoyenneté européenne. D'autres l'ont fait, et vous savez sans doute tout le mal qu'on peut en dire, éventuellement pour d'autres d'ailleurs tout le bien. Plutôt, ce qui m'intéresse, c'est que cette institution nouvelle nous amène à revenir, à réfléchir sur ce qu'est la citoyenneté, sur ce qu'elle implique, c'est-à-dire sur les droits spécifiques qui lui sont attachés. Ça apparaît dans les discussions quand on parle de la citoyenneté européenne, très vite, que l'enjeu c'est qu'est-ce que c'est que la citoyenneté, qu'est-ce que vous entendez par citoyenneté. Donc réfléchir sur ce qu'est la citoyenneté, sur les liens, je vais y revenir, qu'elle entretient avec l'existence d'une communauté politique, qu'elle soit étatique ou non, d'une communauté aux frontières relativement closes, que ces frontières soient poreuses, selon une formule de Sheila Ben Habib, ou pas, qu'elles soient plus ou moins poreuses. Donc, j'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont nous concevons la citoyenneté. Il faut immédiatement que je fasse un petite mise au point sur ce « nous ». Il renvoie bien sûr au présent, c'est-à-dire que je ne vais pas partir sur je ne vais pas tenter de fixer l'essence de la citoyenneté en revenant au texte canonique, même si je ferai éventuellement allusion. Ma perspective, en gros, bien que je ne sois pas historienne, mais philosophe, est historique, proche de celle, je ne sais pas si certains d'entre vous lisent l'allemand, l'historien allemand Dieter Gosewinkel vient de publier à la fin de l'année dernière, en 2016, un gros ouvrage sur l'histoire de la citoyenneté en Europe qui porte pour titre, je vous traduis le titre, Protection et liberté, point d'interrogation, la citoyenneté en Europe au XXe et XXIe siècle. Bon, je me sens assez proche du type, sans avoir toute l'érudition historique qui est la sienne, il fait des comparaisons, il avait choisi des pays de l'Europe de l'Ouest, entre guillemets, et des pays de l'Europe de l'Est, il doit prendre la Pologne, l'Allemagne, la France, je ne sais plus quel autre encore, donc pour comparer sur 2 siècles, pour faire une histoire de la citoyenneté sur ces 2 siècles. Alors, donc, nous, quand je dis comment nous percevons la citoyenneté, je ne pense pas aux spécialistes des questions européennes, mais ce nous inclut prioritairement les citoyens des pays membres de l'Union européenne, des citoyens dont il faut bien avoir en tête qui sont généralement ignorants des textes juridiques, voire même peu familiers des structures politiques de l'Union européenne. Donc ce n'est pas, pour comprendre ce qu'il advient de la citoyenneté aujourd'hui, la citoyenneté européenne et nationale étatique, il s'agit, bien sûr, la connaissance des textes n'est pas
dispensable, inutile, je suis en train de traduire de l'allemand, je crois, pas dispensable, ça dit en français, est un peu démodé. Bon, on ne peut pas se dispenser de connaître les textes, c'est-à-dire, je veux dire, les traités internationaux qui ont présidé à la constitution des communautés européennes, puis de l'Union européenne, les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, bon, pour être vite, hein, je dirais Cour de justice européenne, mais il faut aussi prendre en compte, et sans doute pour comprendre ce qui nous arrive sur le plan politique, il faut prendre en compte les représentations que les citoyens ordinaires en Europe attachent à la notion de citoyenneté, et la manière dont ces représentations, qui ne sont pas toujours explicitées, ont évolué au cours des 2 siècles d'histoire des démocraties occidentales modernes, et enfin les effets de la construction européenne et des politiques menées par l'Union européenne, notamment ces 2 dernières décennies, sur ces représentations. Alors le programme est très 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 ambitieux, je ne vais certainement pas le remplir, mais c'était simplement pour indiquer le cadre des réflexions que je vais proposer. L'indiquer de manière négative tout d'abord. Bon, vous savez que la citoyenneté européenne est une citoyenneté de superposition, comme on dit, introduite donc en 1992 avec le traité de Maastricht, je vous rappelle, hein, le libellé. Il est institué, c'est du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, hein, il y a eu des petites discussions, des modifications sur les termes, sur l'expression. Il est institué une citoyenneté de l'Union, et citoyen de l'Union, toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité. Fin de citation. Alors, bon, certains juristes avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter considèrent qu'à partir du moment où c'est une citoyenneté de superposition, ce n'est pas une citoyenneté, un point c'est tout. L'affaire est réglée, c'est-à-dire que c'est dans la mesure où ce sont les États qui ont la maîtrise des critères de la citoyenneté propre à chaque État, et que par conséquent, au niveau de l'Union européenne, il n'y a aucun moyen d'accorder la citoyenneté indépendante. On est totalement tributaire des décisions, des règles qui sont celles des différents États en l'occurrence. Bon, je ne vais pas discuter à ce niveau-là, puisque je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est moins une sorte d'orthodoxie hein, dans la conception de la citoyenneté que de percevoir ce que produit l'Europe sur la citoyenneté. Donc négativement, hein, le problème que je viens d'évoquer ne m'intéresse pas en quelque sorte. Et positivement, le programme que j'annonce, je viens de le dire, est infiniment trop ambitieux, parce que finalement ce qu'il faudrait faire, c'est des analyses sociologiques pointues pour apprécier la manière dont la citoyenneté est appréhendée par les citoyens ordinaires, et des analyses, il y en a d'ailleurs, on en lit de temps en temps, qui devraient être différenciées selon les pays, et surtout selon les segments de population, selon les couches sociales, selon l'âge, selon le niveau d'éducation, etc. Bon, ce n'est pas ce que fait l'Eurobaromètre. Il donne des éléments là-dedans, mais enfin c'est quand même très, me semble-t-il, je regarde de temps en temps, me semble insuffisant. Donc, ceci pour le cadre général de mes réflexions, et je vais, qui va se développer en 3 moments, je parle de moments plutôt que de parties, parce que ça va être de longueur très inégale. Dans un premier temps, c'est en fait mon problème principal, je vais évoquer l'opposition entre une conception civique de la citoyenneté et ce qu'on appelle ou qu'on stigmatise en disant que de la citoyenneté par les droits. Citoyenneté civique, citoyenneté par les droits. Dans un deuxième temps, je ferai un bref excursus sur la question des droits politiques, la question de savoir si les droits politiques sont essentiels, sont au cœur de la définition de la citoyenneté. Et dans un troisième temps, j'évoquerai ce qu'il en était et ce qu'il en est de la citoyenneté européenne avant et après Maastricht. Première partie, donc premier moment, citoyenneté civique ou citoyenneté par les droits. C'est en fait une ligne de clivage. Certains d'entre vous, je postule qu'une partie d'entre vous sont au fait des questions européennes, et vous avez certainement déjà rencontré le problème ou l'opposition. En ce qui me concerne, c'est en discutant le premier article, et surtout en fonction des objections
qu'a pu rencontrer mon ouvrage sur la démocratie, où il était très très peu question d'Europe, mais il demeure que j'ai rencontré un certain nombre d'objections qui m'a fait prendre conscience de cette ligne de clivage. Ligne de clivage, donc, qui est l'opposition entre, d'une part, les auteurs qui défendent une conception avant tout politique, civique, de la citoyenneté, et qui, du point de vue de cette conception, stigmatisent l'inconsistance de la citoyenneté européenne, et d'autre part, les auteurs pour lesquels la citoyenneté européenne est supposée inaugurer une nouvelle conception de la citoyenneté centrée sur, expression qu'on rencontre parfois, l'universel du droit. Alors, cette opposition paraît proche de l'opposition entre nationalistes et cosmopolites, mais les deux textes que je vais prendre pour l'illustrer montrent que l'opposition que je viens d'évoquer, donc citoyenneté civique ou citoyenneté par les droits, ne se réduit pas ne recouvre pas exactement celle entre nationalistes et cosmopolites, je veux dire l'opposition entre ceux pour lesquels il n'y a de citoyenneté authentique que dans un cadre national étatique, et ceux pour lesquels, au contraire, la citoyenneté peut être détachée de ce cadre, et non seulement de ce cadre, mais de tout lien avec une communauté politique aux frontières définies. La citoyenneté européenne, pour les cosmopolites, est interprétée comme un premier pas vers une citoyenneté cosmopolitique. Il y a eu ce genre d'interprétation a eu son moment de gloire ou de succès, notamment au moment de l'invention de l'institution de la citoyenneté européenne. On en trouve l'expression, je crois, ça apparaît dans le texte de Habermas, zur Verfassung Europas, la Constitution d'Europe, je suppose, c'est traduit la Constitution d'Europe, hein. Et également dans un auteur qu'il cite, qu'il utilise dans cet ouvrage, qui est Armin von Bogdandy. Qui sont bien, Bogdandy, c'est très clair, cette idée de la citoyenneté européenne, où il s'agit d'une interprétation du traité de Lisbonne, la citoyenneté européenne comme ébauche, anticipation de ce que pourrait être une citoyenneté cosmopolitique. Alors je dis, c'est pas l'opposition, le clivage dont je vous parle n'est pas exactement celui-ci. Et pour l'illustrer, je vais prendre deux textes. Je vais avoir la facilité, je me donne la facilité, vous m'en excuserez, de citer des textes non encore publiés. En tous les cas, pour le premier texte que je cite est un texte de Julien Baroche, qui est un juriste, politiste, maître de conférences en droit public. Bon, ce texte, plus un autre que je citerai vers la fin, je vous dis d'où je les tire, d'un colloque qui n'est pas encore publié. Il se trouve que j'ai participé à ce colloque, organisé à l'Institut Villers il y a un an et demi, et qui portait sur droit subjectif et citoyenneté. Bon, je dois dire à ma grande honte que s'il n'est pas publié, c'est qu'on attend que je fasse l'introduction. Bon, après, il mettra encore peut-être un certain temps, mais il traîne un peu à cause de ça. Bon, donc j'ai tous les textes, j'ai la chance d'avoir tous les textes entre les mains. Donc, un texte, premier, Julien Baroche, qui, pour ce colloque, a présenté une contribution, aujourd'hui sous forme d'article très, très développé, dont le titre est « Une citoyenneté européenne sans conscience d'elle-même est-elle possible ?» Point d'interrogation, le cas de l'Union européenne. Et cet article est entre autres une critique des thèses que j'ai défendues dans La démocratie sans démos, mais cet aspect est assez secondaire pour mon problème ici. Comme je l'indique le titre, la thèse de Julien Baroche est que la citoyenneté européenne n'est pas consciente d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parvenue à produire chez les citoyens des États membres le sentiment d'une appartenance commune à une communauté politique. Je veux dire un sentiment comparable à celui qui est attaché à la citoyenneté nationale étatique. D'autres disent la même chose de manière plus brève, en constatant qu'il n'y a pas de peuple européen. C'est ça qu'on a en tête souvent, je crois, quand on dit qu'il n'y a pas de peuple européen. Alors, la thèse, Julien Baroche se défend d'être nationaliste, en ce sens qu'il n'exclut pas la possibilité d'une communauté politique qui ne soit pas l'État-nation. Je le cite, « La question n'est pas tant celle de l'État ou de la nation en soi que, à un niveau plus fondamental encore, celle de la communauté politique. » Ou encore, même citation dans le même sens, autre citation dans le même sens, « S'extraire d'une approche en termes d'État ne veut pas dire refuser toute approche en termes
de communauté. Fin de citation. Ce n'est donc pas un concept de la citoyenneté hérité de l'État-nation qu'il entreprend d'apprécier la consistance, ou plutôt l'absence de consistance, d'après lui, de la citoyenneté européenne, mais c'est un concept de la citoyenneté qui serait le corrélat de la communauté politique en général. Et à ses yeux, l'Union européenne n'est pas une communauté politique, précisément parce qu'elle n'a pas permis la formation de ce lien direct d'appartenance. Il parle de lien d'appartenance, il parle aussi de lien d'allégeance, peut-être un peu différent, enfin, modalités différentes. Donc l'Union européenne n'a pas réussi à créer ce sentiment, ce lien d'allégeance qui est le propre de toute communauté politique, étatique ou non. Alors, sans ce lien d'allégeance, donc pas de communauté politique véritable, pas de peuple, diront d'autres, pas de peuple politique, et sans communauté politique véritable, une citoyenneté authentique est impossible. Alors, je trouve en fait ces analyses très intéressantes parce que, pour moi, elles m'ont amené à réfléchir, ou elles doivent amener à réfléchir sur ce que c'est qu'une communauté politique, et aussi, dans une perspective historique, sur les facteurs qui ont contribué à forger le sentiment d'appartenance commune des citoyens des États-nations modernes. Sentiment d'ailleurs qui peut être fragile, comme le montre actuellement le cas de la Catalogne, entre autres. C'est clair qu'un certain nombre de ces facteurs, qui sont entrés en quelque sorte dans la composition, dans la formation du sentiment civique, de la conscience civique des citoyens des États nationaux, un certain nombre de ces facteurs font défaut. Je peux revenir, en énumérer un certain nombre d'entre eux, mais je laisse ça de côté et je m'en tiens à l'aspect central de l'argument de Julien Baroche qui concerne le clivage dont je traite. Il affirme explicitement, dit explicitement, qu'il privilégie le pôle civique de la citoyenneté sur le pôle civil. Il invoque Pocock dans ce contexte, c'est-à-dire, autre manière de le formuler, qu'il privilégie l'éthique républicaine sur le libéralisme des droits. Selon les analyses très élaborées qu'il développe dans l'article, la citoyenneté européenne a été construite par la voie des droits, c'est-à-dire avant tout à travers la jurisprudence de la Cour de justice européenne, Cour de justice qui s'est appuyée sur le principe de non-discrimination entre les citoyens des États membres et résidant et travaillant sur le territoire d'un État qui n'est pas leur et les nationaux. Et le bénéfice de ce principe, il le note comme beaucoup d'autres, a été souvent étendu aux résidents originaires de pays autres que ceux de l'Union européenne, si bien qu'en définitive, la citoyenneté européenne se dilue dans la garantie des droits de l'homme à tous les individus résidant de façon durable sur le territoire de l'Union européenne. Donc, Baroche oppose donc la citoyenneté par l'octroi de droits individuels à la citoyenneté, je l'ai déjà dit, par l'appartenance ou l'allégeance, et il soutient que la seconde, la citoyenneté, la seconde, la citoyenneté comme allégeance, la citoyenneté au sens civique du terme, ne peut pas se constituer, se développer sur la base de la citoyenneté par l'octroi de droits individuels. Donc, quand la logique des droits fondamentaux, c'est ton argument, l'emporte, dit droit de l'homme, droits fondamentaux, peut-être que la différence, en l'occurrence, dans son propos n'est pas nécessaire. Quand la logique des droits fondamentaux l'emporte sur celle de l'appartenance, elle sape l'idée même de communauté politique. De là viendrait la, je le cite, faible densité politique et symbolique de la citoyenneté européenne. Alors juste pour terminer sur ce texte, j'ai pris acte de l'intention déclarée de Julien Baroche de ne pas sacrifier à la tendance mimétique, c'est-à-dire la tendance qui consiste à évaluer la citoyenneté européenne en fonction de concepts hérités de l'État-nation. Reste que quand on le lit, on se dit que la représentation qu'il se fait de la communauté politique en général reste très profondément tributaire de sa forme étatique nationale. Quand on lit l'ouvrage que je citais de Dieter Gosewinkel, c'était un bel ouvrage d'érudition historienne, il apparaît que la citoyenneté n'a pas toujours eu la densité
que Julien Baroche lui attribue, notamment dans le cas des empires, est que si elle va toujours avec un sentiment d'appartenance, ce sentiment est souvent resté formel et vague, parce qu'il cohabitait et qu'il était en concurrence avec d'autres appartenances, et qu'il n'impliquait pas toujours, loin s'en faut, l'allégeance. Bon, je renonce cependant à discuter la thèse de Julien Baroche sur le plan historique, et je passe à la thèse que je veux lui opposer, à la thèse qui est opposée, que j'illustre là par un texte auquel tout le monde peut avoir accès, dès à présent, un texte de Justine Lacroix, qui date de 2009, Une citoyenneté européenne est-elle possible ? Point d'interrogation, et qui est accessible en ligne sur le site de La Vie des idées. Justine Lacroix se prononce clairement dans ce texte contre le paradigme mimétique et elle reconnaît qu'il n'y a pas de peuple européen. Sa réflexion sur la citoyenneté européenne est liée à sa position sur la nature politique de l'Union européenne. L'Union européenne, dit-elle, n'est pas un État fédéral. Non seulement elle n'est pas un État fédéral, mais elle n'est pas destinée à devenir un État fédéral. Elle évoque les travaux de Joseph Weiler et de Calypso Nicolaïdis, et de même que ces deux auteurs, elle voit en l'Union européenne un nouveau type de communauté politique qui n'a pas besoin de l'existence d'un peuple unitaire, mais qui s'accommode de la pluralité des démoïs. Une thèse, je crois d'ailleurs que Habermas la reprend également, si je l'ai bien compris, dans son texte sur la Constitution de l'Europe. Donc la citoyenneté européenne, doit être pensée à nouveau frais en s'affranchissant totalement du modèle étatique national. Dans un premier temps, il y a deux moments de son argumentation ensuite. Bon, dans un premier temps, elle reconnaît que la dimension civique de la citoyenneté européenne est décevante. Donnant raison à... chronologiquement non, enfin, elle est d'accord de ce point de vue-là avec Julien Baroche. Elle reconnaît que la dimension civique de la citoyenneté européenne est décevante, du moins, dit-elle, si nous nous obstinons à penser la citoyenneté à travers le prisme de l'autogouvernement. Contre cette interprétation, cependant, elle rappelle que la citoyenneté est le résultat d'un processus historique d'extension des droits à ceux qui n'en ont pas. Je retiens la formule parce qu'elle est courte, et elle dit bien ce qu'elle veut dire, ou plutôt que la citoyenneté moderne se confond avec ce processus d'extension. Alors cette thèse est très proche de celle que j'ai de mon côté défendue dans La démocratie sans démos, thèse d'ailleurs qui m'a valu le reproche de la part d'un certain nombre de mes amis d'avoir trop sacrifié au libéralisme aux dépens de la démocratie. Alors, que la démocratie, la thèse étant que les droits subjectifs sont le développement des droits subjectifs sont le moteur de la constitution de la démocratie moderne, et que c'est une erreur, je caricature mais c'est quand même ma thèse, que c'est une erreur, en tous les cas, cela nous fourvoie que de tenter désespérément de penser la démocratie à partir de la notion de souveraineté du peuple. La thèse de Justine Lacroix va dans le même sens, même si elle n'utilise pas exactement les mêmes termes. Donc, de ce point de vue, dit-elle, donc du point de vue de la démocratie entendue de cette manière, les acquis de la citoyenneté européenne sont incontestables. Elle cite droit de circuler, droit de s'établir librement sur l'ensemble du territoire européen, égalité de traitement entre les nationaux et les citoyens des autres pays européens, s'agissant de l'accès à l'emploi, etc. J'insiste pas, vous savez cela. Elle constate aussi, donc, comme le fait Julien Baroche, la propension des textes européens et de la jurisprudence de la Cour européenne de justice à étendre les droits liés à la libre circulation et à la non-discrimination aux résidents issus des pays extérieurs à l'Union européenne. Le cas des immigrés, alors il s'agit donc là des immigrés légaux, le cas des immigrés illégaux n'est traité que de manière très marginale, je ne vais pas l'aborder ici, dans les deux textes. Bon, elle parle d'une dénationalisation des droits, et je crois que ce qu'elle évoque ou ce qu'elle décrit, c'est bien plutôt un procès de déterritorialisation tendancielle des droits. C'est-à-dire que de même que chez Habermas, dans le texte sur la Constitution, l'Union européenne apparaît comme le laboratoire d'une communauté cosmopolitique à venir. Donc l'Europe est, selon Justine Lacroix, le lieu de réalisation d'un
universelle du droit. Universelle du droit qui implique une dissociation au moins partielle, non seulement entre citoyenneté et nationalité, mais entre citoyenneté et appartenance exclusive. C'est le premier point de son argumentation, et du point de vue défendu, ou que j'ai illustré ici par le texte de Julien Baroche, cette position est bien cosmopolitique, et le type de communauté politique dont l'Union européenne est supposée être le laboratoire n'aurait plus de communauté que le nom. Dans la logique de Julien Baroche, oui, je ne cite pas ses textes, mais à différents moments, il revient sur le fait que la communauté politique est nécessairement exclusive. Elle peut l'être brutalement, elle peut l'être de manière souple, mais elle est nécessairement exclusive. Alors, Justine Lacroix n'en reste pas là. Dans un second temps de son article, elle conteste que cette citoyenneté, qui, elle le reconnaît, se développe par la voie des droits, elle conteste que cette citoyenneté soit purement individualiste et dépourvue de toute dimension politique. Son premier argument, c'est que la conquête des droits a souvent été, dans l'histoire des États-nations, le résultat de mobilisations collectives, et que par conséquent la logique des droits individuels n'est nullement contradictoire avec le sens et l'expérience des solidarités collectives. C'est un argument que j'ai aussi développé dans mon ouvrage sur la démocratie, donc je la suis bien volontiers, à ceci près que, et peut-être certains d'entre vous pourront me le dire, il me semble que dans l'histoire de la formation de l'Union européenne, il n'y a pas beaucoup d'exemples de droits qui auraient été arrachés par des luttes collectives, et que la jurisprudence de la Cour de justice, donc le droit dérivé, a été le plus souvent le facteur décisif, sous réserve de correction. Le second argument de Justine Lacroix, qui justifie pour elle d'accorder un caractère civique quand même, c'est-à-dire un caractère politique quand même, à la citoyenneté européenne, et que cette citoyenneté a permis la politisation des questions européennes au sein des espaces politiques nationaux. Il n'y a pas, reconnaît-elle, d'espace public européen, mais l'Europe est devenue un objet des débats politiques dans chacun des États membres, et elle cite les exemples de 92, les référendums sur le projet de la Constitution européenne en 2005, où, dit-elle, enfin, on a, dans les débats nationaux, parlé d'Europe. On pourrait ajouter l'épisode de la crise économique et financière de 2008-2010, peut-être aussi celui de la crise grecque, en particulier en 2015. Mais déjà en 2009, Justine Lacroix notait, ce qui vient à l'idée à la tête de tout le monde, notait que cette politisation de la question européenne dans les espaces publics nationaux est à double tranchant. Elle peut aussi se traduire par un rejet de l'Europe, et ce danger est aujourd'hui peut-être plus patent encore qu'il ne l'était il y a quelques années. Les populismes de droite et certains de gauche aussi surfent sur l'hostilité à l'Europe, ce qui n'empêche pas d'envoyer des députés au Parlement européen qui sont hostiles à l'Europe. J'ai terminé pour ma mise en scène, cette première partie. Je pars sur mon excursus sur les droits politiques. Donc, j'ai utilisé les textes des deux auteurs, auxquels je ne rends absolument pas justice, il faut les lire en détail, c'est beaucoup plus riche que ce que j'ai dit. J'ai utilisé ces textes pour étayer ou construire donc, cette opposition idéale typique entre deux conceptions de la citoyenneté, citoyenneté constituée par les droits et citoyenneté civique, centrée sur un sentiment d'appartenance commune. Il faudrait ajouter cependant, et ça c'est pas tout à fait clair dans le texte de Julien Baroche, que s'agissant des sociétés démocratiques modernes, ce sentiment d'appartenance commune, je dis bien démocratique, ce n'est pas simplement la communauté politique en général, mais la communauté politique démocratique, ce sentiment d'appartenance commune se nourrit notamment de la possibilité qui est ouverte à chacun, ou à chaque citoyen, de participer, selon la formule dont les Allemands raffolent, participer à la formation de la volonté politique. Si on introduit cet élément, c'est-à-dire l'activité politique du citoyen démocratique, l'opposition entre les deux conceptions que je viens d'évoquer, les deux conceptions de la citoyenneté que je viens d'évoquer, peut être affaiblie. C'est-à-dire que les tenants de la citoyenneté par les droits n'ignorent pas, bien entendu, les droits politiques. Ce qui déplace la question en les droits politiques, j'y reviendrai tout à l'heure plus brièvement, mais les droits politiques, est-ce qu'il est légitime, même si le droit de vote est un droit individuel, est-ce qu'il est légitime de considérer que c'est un droit qui individualise? Est-ce que le fait que de voter
n'est pas, c'est participer à la décision politique, et ce qu'on peut considérer ou le stigmatiser au nom de son individualisme. Ce qui déplace la question, laquelle n'est plus de savoir si la formation de la citoyenneté par le biais des droits est fondamentalement antithétique d'une conception civique ou contradictoire avec une conception civique de la citoyenneté, mais la question est de savoir si les droits politiques doivent être considérés comme essentiels à la citoyenneté, voire comme étant le cœur de la citoyenneté. Certains juristes, notamment, avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter, certains politistes également, soutiennent que c'est bien le cas, et pour cette raison, ils objectent à l'idée d'une citoyenneté post-étatique en même temps qu'à l'idée d'une citoyenneté sociale. Et je citerai là mon collègue Olivier Beau, dans la contribution au colloque que j'ai évoqué, donc non encore publiée, contribution qui porte pour titre « La citoyenneté est-elle une catégorie universelle du droit constitutionnel ?» Et ce bel article se termine de la manière suivante, avec une allusion avec mon livre en note. Je cite « Si l'on doit admettre un lien entre droit subjectif et citoyenneté », c'était le titre du colloque, c'est dans un sens très restreint des droits politiques, il n'y a pas dans la littérature constitutionnelle classique de développement permettant de fonder une citoyenneté sociale ou une citoyenneté post-étatique. Alors, je suis mal placé pour me prononcer sur les conclusions qu'on peut tirer de la littérature constitutionnelle classique. S'agissant de la citoyenneté politique, je ne vois pas pourquoi, cependant, la focalisation sur les droits politiques devrait empêcher d'envisager la possibilité d'une citoyenneté post-étatique, comme par exemple la citoyenneté européenne. Après tout, la citoyenneté européenne inclut bien des droits politiques, même si elle ne s'y réduit pas, et même si ces droits politiques peuvent paraître limités par rapport à ceux du citoyen national. Ce qu'on doit déplorer, c'est plutôt l'usage, ou le peu d'usage, que les citoyens des pays européens font des droits politiques nouveaux qui leur ont été accordés. Soit, vous le savez, qu'ils s'abstiennent en masse lorsque des scrutins européens, soit qu'ils ne se mobilisent que sur des enjeux nationaux, lors même des scrutins européens, ou encore, j'ai évoqué tout à l'heure, qu'ils n'utilisent ces droits que pour manifester leur hostilité à l'Europe en envoyant au Parlement européen des représentants de partis souverainistes, national-souverainistes. Mais cette absence d'appropriation de la citoyenneté politique européenne n'indique pas une impossibilité de principe d'une citoyenneté post-étatique. On sait qu'elle est imputable à plusieurs facteurs, plusieurs aspects du fonctionnement des institutions européennes. Je les cite en vrac et je suis absolument incapable, je ne sais pas si certains le font, de peser la part de responsabilité en quelque sorte, ou l'importance réciproque de ces différents facteurs. En vrac, le fait que les partis politiques européens sont des clubs plutôt que des partis, le fait que les modalités des élections au Parlement européen sont différentes d'un pays à l'autre, la place considérable de l'intergouvernemental dans le fonctionnement de l'Union européenne, qui nourrit l'impression, juste ou fausse, que ce qui détermine en définitive les orientations des politiques publiques européennes, c'est le rapport de force entre les États membres, et encore le manque de sujets clivants aux yeux des citoyens, en particulier de questions relatives à la distribution. Les politiques sociales, comme vous le savez, à côté des politiques culturelles, éducatives et de santé, restent de la compétence des États, du moins en principe, j'en dirai quelques mots plus loin. Mais plutôt que donc j'évoque cette possibilité de faire bouger un peu le clivage que j'ai évoqué, déplacer un peu la question. Ceci dit, je vais revenir à cette question en introduisant dans mon débat une troisième voie, quatrième si on compte Olivier Beau, mais là je l'écarte, une troisième voie qui va me permettre d'aborder un thème qui n'est que marginalement, qui est mentionné par Olivier Beau dans le passage que j'ai cité, citoyenneté sociale, mais qui n'est que marginalement mentionné dans les deux textes avec lesquels j'ai schématisé ou j'ai mis en scène le débat, à savoir donc la citoyenneté sociale.
Ceci dit, pour conclure sur cette question que je viens d'évoquer, à savoir est-ce que les droits politiques sont au cœur de la définition de la citoyenneté, je dis, pour que ça soit clair, en tout cas dans un certain nombre de discussions que j'ai eues, j'assume là une position dogmatique, à savoir, je pourrais m'appuyer sur Aristote et je pourrais m'appuyer sur Kant, que effectivement la citoyenneté, je l'entends en un sens politique. Je veux dire qu'elle est dogmatique, hein. Si vous allez regarder Aristote, il constate que le terme, il constate ça partout d'ailleurs, le terme citoyenneté, à propos de tous les termes, s'entend en de multiples sens. Je veux dire, il prend les sens, il s'aperçoit que ça a des tas de sens, et il essaie de limiter d'une certaine manière dogmatique. Bon, on va l'entendre, la citoyenneté au sens plein, comme il dit, c'est cela. Hein. Et en fait, la citoyenneté au sens plein, c'est une citoyenneté une citoyenneté qui implique la participation aux affaires publiques, et donc aujourd'hui on dirait les droits politiques. Bon, je passe à ma troisième voie, au troisième texte que je fais intervenir, et sous le titre La citoyenneté européenne avant et après Maastricht. Le texte est toujours dans ce fameux colloque, rédigé par... Vous voyez que je les ai lus, les textes, hein, je suis en train de me préparer à écrire mon introduction. Bon, donc ce qui m'a empêché de lire d'autres textes que j'avais mis en prévision de cette conférence. Je voulais lire encore d'autres textes sur la citoyenneté européenne, c'était une occasion, mais j'étais un peu focalisé sur ce travail. Oui, le troisième texte, ces auteurs sont Espen Olsen et Agustin Menendez. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils sont animateurs d'un centre d'études européennes à Oslo, qui s'appelle Arena. Et ils ont donc proposé au colloque, ou présenté au colloque, en fait il n'y avait que Agustin qui était là, une contribution qui porte pour titre European Citizenship and Unhappy Misunderstanding. Je suis beaucoup, et d'ailleurs ce ne serait pas le temps, encore moins capable d'entrer dans le détail de la démonstration de ce troisième texte, et non pas seulement pour problème de temps, mais parce que ces deux auteurs sont des juristes. Et leur argumentation repose sur des interprétations pointues de divers arrêts de la Cour de justice européenne. En gros, je les suis, mais il eût été raisonnable d'aller consulter ces arrêts et les interprétations probablement divergentes qui en ont été proposées par d'autres, ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc, ils partent d'un concept de la citoyenneté, d'une certaine manière, c'est un argument d'autorité, hein, deux juristes qui font des analyses d'un certain nombre de décrets qu'ils ont l'air de bien connaître. Ils partent d'un concept de la citoyenneté lié à l'idéal régulateur de ce qu'ils appellent l'état de droit démocratique et social. La formule revient régulièrement, idéal régulateur de l'état de droit démocratique et social, c'est-à-dire de la citoyenneté telle qu'elle était comprise généralement par les citoyens des États fondateurs de l'Europe après 1945. On peut discuter sur si c'est 45 ou 55, on ne va pas rentrer, je ne vais pas ergoter. Pour ces citoyens, les droits collectifs et sociaux, ainsi que les services publics, étaient des éléments constitutifs de la citoyenneté, dans la mesure où ces droits compensaient les inégalités de richesse et de pouvoir induits par le fonctionnement de l'économie de marché. Donc, la citoyenneté sociale, si on accepte de résumer sous cette expression les dispositifs dont on sait qu'ils sont divers selon les pays, je renvoie aux travaux bien connus de Gösta Esping-Andersen. Donc, la citoyenneté sociale, si on entend par là les dispositifs divers, certes, qui remplissaient cette fonction, la citoyenneté sociale n'était pas opposée à la citoyenneté politique, elle n'en était pas un substitut, mais elle en était une condition. Une condition pour que tous puissent s'approprier effectivement les droits politiques qu'on leur accordait, pour que tous puissent en faire usage. Dit dans les termes de Habermas, et les deux auteurs reprennent cette terminologie, la citoyenneté moderne, donc post-45, combine des droits garantissant l'autonomie individuelle et des droits qui rendent possible l'autonomie publique. L'originalité de l'article des deux auteurs que j'évoque ici est que pour juger de la signification de la citoyenneté européenne, ils invitent à élargir l'échelle temporelle, c'est-à-dire de ne pas se limiter à la période débutant à Maastricht, c'est-à-dire en 92, donc avec l'institution formelle de la citoyenneté européenne, mais à analyser
l'évolution du statut des personnes dans le droit européen depuis la création des communautés européennes. Et leur thèse, c'est qu'il a existé, avant la formalisation du statut de citoyen européen, une proto-citoyenneté qui était plus proche de la compréhension de la citoyenneté des États démocratiques de l'après-guerre que ce que la citoyenneté est devenue après Maastricht, donc après l'institution formelle de la citoyenneté européenne. Alors il remarque, j'ai eu l'occasion de le dire plus tôt, que, je suis parfaitement d'accord avec ça, que d'un côté tous les droits sont individuels dans nos sociétés, c'est-à-dire que ce sont des individus qui en sont les sujets, y compris les droits collectifs, c'est-à-dire les droits permettant l'autonomie publique, droits politiques, droits dits collectifs, droits d'association, de manifestation, droits de se syndiquer, et ce n'est pas parce que ces droits sont donnés aux individus, droit de participer à un collectif, ce n'est pas pour cette raison qu'on peut les considérer comme atomistiques, et qu'il y a une confusion qui se crée entre le caractère individuel des droits et le fait que l'individualisation atomise la société. Le droit de vote, note-t-il, le droit de manifestation sont des droits relationnels. Si ce statut de citoyen européen avant la lettre, donc ce qu'ils appellent la proto-citoyenneté, était conforme à l'idéal régulateur de l'état de droit démocratique et social, je vais dire État-providence pour aller plus vite, même si je sais bien que les dénominations, le choix des termes n'est pas sans enjeu, si ce statut de citoyen européen était plus conforme à l'idéal de l'État-providence, c'est parce que, selon ces auteurs, le sujet en était le travailleur. Les principes de marché commun, la liberté de circulation des biens et des personnes bénéficiaient avant tout aux travailleurs des États membres de l'Europe qui s'installaient dans un autre État membre. Et on peut parler, reconnaissent-ils, à cet égard d'une citoyenneté marché, comme on l'a fait, mais cette citoyenneté consistait en garanties relatives au travail, au temps de travail, salaire, droits sociaux, etc. Donc le principe de non-discrimination, disent-ils, permettait, je reprends une formule qu'ils utilisent, permettait de projeter au niveau supranational de l'Europe des protections qui étaient celles de l'État-providence. Selon les analyses des auteurs en question, le passage du marché commun au marché unique dès les années 70 a reformaté progressivement cette proto-citoyenneté au profit du nouveau sujet, le touriste et l'entrepreneur. Les garanties de l'autonomie privée l'ont emporté sur celle de l'autonomie publique. À l'encontre des discours qui ont accompagné l'institution formelle de la citoyenneté européenne, tous ces discours qui interprétaient cette institution nouvelle comme le signe de l'émergence d'une Europe politique et non plus seulement économique, Olsen et Menendez considèrent que cette institution n'a rien changé aux transformations du statut des citoyens de l'Europe qui avait été amorcée donc depuis les années 70. La priorité systématiquement accordée par les décisions de la Cour de justice européenne aux libertés économiques, droit de propriété privée et liberté d'entreprendre, priorité sur les droits collectifs, alors là il y a les fameux arrêts commentés entre autres par Christian Jürgens mais par beaucoup d'autres, Laval et Viking. Donc cette priorité, donc il illustre cette priorité a sapé les bases de l'État-providence. La libéralisation des mouvements des capitaux a ouvert la voie à la concurrence fiscale entre les États, limitant de ce fait les ressources qui sont nécessaires pour le financement des biens collectifs et des garanties sociales. La réduction des coûts du travail et des dépenses publiques est devenue l'alpha et l'oméga des politiques de tous les gouvernements nationaux. L'Union européenne, je l'ai dit plus haut, et vous le savez, n'a en principe pas de compétences en matière sociale, mais les politiques sociales des États membres sont fortement conditionnées par la loi et les règles de l'Union européenne. Les impératifs de stabilité budgétaire et les réformes structurelles imposées au nom des exigences de la compétitivité, le néolibéralisme pour aller vite, contraignent les politiques sociales des gouvernements nationaux. Donc, privés des moyens de promouvoir des politiques sociales, une politique sociale, l'Union européenne ne peut représenter aux yeux des citoyens une communauté politique démocratique pour laquelle un minimum de solidarité entre tous les citoyens est indispensable. Par contraste, l'État national apparaît à beaucoup
comme le seul cadre possible de cette solidarité. L'État national, en fait, tel qu'il a été, non pas tel qu'il est devenu aujourd'hui, mais tel qu'il est encore représenté par une partie des citoyens. Donc l'État national apparaît comme le seul cadre possible de cette solidarité, ce qui est la raison principale du retour des nationalismes auquel on assiste aujourd'hui en Europe. Mais parce que ces États nationaux n'ont en fait plus la maîtrise des conditions de leur politique sociale, ils tentent à devenir ingouvernables. L'effondrement récent des structures paritaires, ça je glose, hein, c'est pas, ils ne développent pas ça dans leur article, mais qui d'ailleurs était antérieur aux élections et françaises et allemandes, l'effondrement récent des structures paritaires qui organisaient la vie politique en France et en Allemagne durant les dernières décennies en est un symptôme. J'approche de la fin de la présentation. Il est vrai qu'il n'y a pas de peuple politique européen. En fait, aucun des trois textes que j'ai cités ne défend une thèse opposée. L'institution de la citoyenneté politique européenne n'a rien pu changer à cet état de choses. La mutation politique de l'Europe qu'elle était supposée engager a échoué. Le paradoxe, et il est peut-être fatal, qui explique cet échec, c'est que ce tournant politique 92 donc s'est produit au moment même où les élites politiques européennes se convertissaient à une doxa économique dont la mise en œuvre soustrait les politiques publiques au contrôle des citoyens. Le fait que les insuffisances démocratiques de l'Europe aient été particulièrement marquées dans la zone euro n'est pas un hasard. C'est avec le traité de Maastricht en 1992 que l'union économique et monétaire a été initiée, anticipant l'introduction de la monnaie unique, présentée, vous vous en souvenez peut-être, comme le vecteur d'une union sans cesse plus étroite des peuples de l'Europe. C'est ce même traité, qui a institué la citoyenneté européenne. Or, les conditions imposées aux pays adoptant la monnaie unique, les limitations du déficit budgétaire et du niveau de la dette étatique, notamment, de la dette publique notamment, ces conditions limitent considérablement la portée de cette citoyenneté nouvelle, en même temps qu'elles corrompent, ces conditions, le fonctionnement démocratique à l'intérieur des États membres. Dès lors que les décisions macroéconomiques déterminant les politiques publiques sont élevées au rang de règles contraignantes sur lesquelles les peuples n'ont pas leur mot à dire, les droits politiques perdent une très large partie de leur sens. Ils ne sont plus des moyens d'agir permettant aux citoyens d'exercer une action effective sur leurs dirigeants, mais ils servent tout au plus à conférer à ces dirigeants une apparence de légitimité. Je conclus. L'Union européenne, certes, ne pouvait pas mobiliser tous les facteurs qui sont cristallisés dans les identités nationales étatiques. On pourrait revenir sur la langue, sur les traditions culturelles, etc. Bon, mais elle ne pouvait pas espérer constituer une communauté politique de même intensité que celle des États-nations, du moins des plus réussis d'entre eux. On sait que cette réussite n'a rien de définitif. Il n'était pourtant pas impossible à l'Union européenne de s'appuyer sur l'expérience démocratique des États-nations européens pour susciter chez les citoyens de l'Union européenne une allégeance qui aurait tenu à ce que l'Union européenne, à travers la citoyenneté européenne, ouvrait aux citoyens de l'Union, enfin des pays membres, un espace supplémentaire d'action politique, un espace d'action politique qui serait venu s'ajouter à l'espace politique national. Or, ce qui s'est produit, c'est tout le contraire. Les possibilités d'action effective des citoyens de l'Union au plan européen sont largement fictives, et celles dont ils disposaient au plan des États membres se sont rétrécies. D'où ma conclusion, réponse à Julien Barros, et sans doute à quelques autres, imputer à la logique des droits fondamentaux la vacuité grandissante de la citoyenneté politique me paraît être une erreur de diagnostic qui risque en outre d'apporter de l'eau au moulin des nationalismes identitaires. Donc plutôt que d'attribuer au cosmopolitisme des droits la responsabilité de la dépolitisation de la citoyenneté, le fait qu'elle ne soit plus vécue dans sa dimension civique, c'est du côté des structures actuelles de l'économie globalisée, dont l'Union européenne est à la fois le relais et un des acteurs, c'est du côté de l'économie globalisée, donc des structures de cette économie, qu'il convient d'en chercher les raisons principales. Je vous remercie de votre attention. Merci.
sans transition, Teresa. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup à Madame Colliot-Hélène pour cette très intéressante intervention. Et merci à Arnaud Leclerc et à Mandario de Pedro et à la Charte de la philosophie de l'Europe pour cette invitation. Je commencerai peut-être par situer le point où je parle. Le texte de Madame Colliot-Hélène est très intéressant, très riche, très complexe, donc ce n'est pas une tâche aisée, celle de discuter ce texte. Je m'excuse auparavant pour les erreurs que je ferai en parlant en français. Je suis italienne, donc je demande votre compréhension là-dessus. Alors, quand je dis je commencerai par situer d'où je parle, situer le point d'où je parle, je commencerai par poser 3 questions qui sont extérieures au texte, donc qui ne sont pas l'objet du texte, mais qui sont celles qui occupent ma réflexion, je dirais, sur la citoyenneté européenne et qui m'interrogent par rapport à votre texte. Vous avez parlé de la question de la crise économique et vous venez de conclure là-dessus. Je partage complètement vos conclusions, mais je me demande si cette question du régime économique et de la crise qui a investi l'Union européenne et l'eurozone ne devrait avoir une place davantage centrale dans votre réflexion, pas seulement dans la réflexion empirique, mais aussi dans la réflexion philosophique. Donc, première question, c'est celle du rôle de l'économie dans la crise actuelle de la citoyenneté européenne. Et je le dirai de manière plus claire, pour moi, il est impossible aujourd'hui de ne pas partir du constat que, à partir de la crise de 2009, et je dirais de manière accélérée, dans les 3 dernières années, donc les années en fait des plans d'ajustement structurel en Grèce, la manière dans laquelle l'Union européenne a agi vis-à-vis de ses citoyens a détruit complètement la crédibilité d'un projet de citoyenneté européenne axé sur les droits. Si on va en Grèce, si on parle avec les gens, et comment est-ce qu'on peut vendre, je dirais même de la part de l'Union européenne, une idée de citoyenneté quand cette même Europe a créé une situation dans laquelle des gens de classe moyenne n'ont plus les moyens de payer les services de santé minimale. Donc, on est, je dirais, dans une situation qui s'est aggravée dans les vraiment 3-4 dernières années, dans laquelle l'Union européenne crée des situations de pauvreté, de détresse extrême au cœur de l'Europe. Donc, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui tenir compte, intégrer dans la réflexion philosophique ces données politiques? Deuxième question qui est liée à la première. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans la lecture de votre texte. Et c'est justement, donc je trouve que pour moi, le sens plus profond de votre texte, c'est l'interrogation sur qui est le sujet de l'Europe. Je le traduirai comme ça. Donc derrière cette question de la citoyenneté européenne, qui est le sujet de l'Europe aujourd'hui? Donc quelles sont les transformations du sujet politique à la fois dans la matrice conceptuelle de la pensée européenne et dans l'histoire aussi de ce sujet. Et je me dis, pour moi, est-ce que, je ne sais pas en fait, vous ne le dites pas clairement, donc je ne sais pas, donc c'est une question, mais il me semble que vous identifiez le sujet de l'Europe avec ceux qui ont le statut de citoyen européen. Alors que je me demande si, ça c'est pas ma réflexion à moi, mais c'est une réflexion que plein d'auteurs font à partir d'Étienne Balibar, mais aussi Alain Badiou. Est-ce que le sujet de l'Europe, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas ce statut? Donc, est-ce qu'on peut vraiment... Vous avez parlé de la question des immigrés illégaux, mais aujourd'hui, c'est vrai que aussi, c'est dans les 3-4 dernières années, avec la guerre en Syrie, avec tout ce qui s'est passé en fait dans le monde arabe, que les vagues migratoires en Europe ont monté en fait en puissance, sont devenues de plus en plus importantes,
Et on crée aussi des effets. Quand vous parlez des effets de repli identitaire et nationaliste, pour moi, ça c'est lié inévitablement à la question des immigrés illégaux et de la gestion des immigrés illégaux à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Et ça m'amène à une deuxième question plus profonde et peut-être plus gênante aussi. J'ai déjà eu l'occasion de discuter par exemple de ça avec un philosophe italien, Roberto Esposito, qui a fait un livre sur Penser l'Europe d'un dehors. Quand on fait une généalogie, on va dire, du sujet européen, de citoyen comme sujet européen, tout en partant de Aristote, par exemple. Je ne veux pas partir de là qu'on a dit, mais voilà, quand on situe en fait ce sujet dans ce qu'on pense être l'origine de la pensée philosophique, donc la matrice grecque, comment on peut faire l'impasse de la question coloniale? Donc comment est-ce qu'on peut peut-être c'est pas ce que vous faites, donc c'est une question, mais comment est-ce qu'on peut faire un tableau en fait de l'histoire de ce sujet comme un sujet qui est toujours un sujet de droit? Vous citez dans votre texte bien sûr toutes les questions des révoltes économiques, mais il y a aussi, de mon point de vue, une dimension très violente en fait dans la manière dans laquelle le sujet européen s'est construit et le citoyen. Vous parlez de la question des empires. Si on pense par exemple, c'est quelque chose que j'ai élaboré dans mon travail, c'est un point très controversé, donc c'est peut-être un peu provocateur, mais pour moi, même juridiquement, quand on va voir le droit de citoyenneté français à l'époque de l'Empire colonial, ce n'est pas très différent du droit de citoyenneté européenne. Si l'on regarde par exemple le droit aussi de citoyenneté de l'Empire anglais, de l'Empire colonial anglais, là aussi on a une différenciation d'échelle de citoyenneté. Donc est-ce qu'on peut faire l'impasse de mettre en relation, à la fois de manière historique, théorique, et à travers la question de l'immigration aujourd'hui, l'histoire coloniale de l'Europe et du sujet européen, et la question de la citoyenneté européenne telle qu'elle se pose aujourd'hui? Et donc, est-ce qu'on peut aussi penser ce que l'Europe fait à la citoyenneté sans élargir le spectre aussi géographique, sans regarder aussi la manière dans laquelle cette citoyenneté s'est construite par des rapports conflictuels et très contradictoires avec l'en dehors de l'Europe. Dernier point qui est lié à ça, est-ce qu'on peut réfléchir à la citoyenneté européenne aujourd'hui sans tenir en considération des changements géopolitiques? Ça, c'est peut-être un terme trop faible, mais je n'ai pas d'autres mots pour ça. Mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre en relation, par exemple, ce qu'on vit aujourd'hui en Europe? Et là encore, je sais, c'est un point controversé et un peu provocateur peut-être, mais pour moi, quand je regarde ce qui se passe en Europe aujourd'hui, ce que vous avez décrit comme une impuissance des citoyens vis-à-vis de la situation économique, un délitement aussi des conditions sociales de la citoyenneté, eh bien ce que nous on vit en Europe n'est pas très différent par exemple de ce qui a donné impulsion au printemps arabe. Il y a toute une littérature sur le printemps arabe qui est très développée aujourd'hui, et je pense notamment aux travaux de Asef Bayat, qui vient d'écrire un livre en anglais, Revolutions Without Revolutionaries, donc des révolutions sans révolutionnaires. Donc il met en évidence comment c'est exactement à cause du fait que les gens ont subi une transition d'État qui même s'ils étaient des autocraties, garantissaient des droits sociaux à leurs citoyens. La Libye de Kadhafi, la Tunisie de Ben Ali, c'était quand même des endroits, l'Égypte aussi, c'était des endroits où les gens avaient un emploi qui ne devait pas être forcément productif ou efficace, mais qui leur garantissait la possibilité de vivre de manière décente. Avec la transformation néolibérale, tout ça n'a plus été possible. Et du coup, on est dans une situation dans laquelle, dans les pays du monde arabe, même si on travaille, on n'arrive pas à payer son loyer, ou même si on travaille, on n'arrive pas vraiment à garantir une vie décente en fait à sa famille. Et je sais que c'est provocateur, mais je me demande, si je regarde la Grèce, mais aussi si je regarde les pays de la périphérie de l'Europe, même peut-être parfois du centre de l'Europe,
est-ce qu'on n'est pas en train de vivre des phénomènes qui, en fait, les proportions, les biproportions se rassemblent? Et ça m'amène au dernier point, après de rentrer dans une discussion peut-être plus précise de votre texte. Et c'est la question de la démocratie. J'ai l'impression que toute votre analyse se fait à l'intérieur d'un constat ou d'une position qui est celle qui voit la démocratie telle qu'elle s'est développée en Europe, la démocratie aussi constitutionnelle, la démocratie par les droits et par les droits de citoyenneté comme le cadre, à la fois pour regarder et pour interpréter le présent et pour en sortir. Est-ce que c'est le cas? C'est vraiment une demande. Je n'ai pas compris la fin. Et aussi pour sortir en fait de la situation. Donc dans votre texte, vous dites... Par les droits. Oui, dans votre texte, vous dites ce sont les dirigeants européens qui devraient comprendre que ce conflit entre les droits sociaux et les droits politiques est tellement fort à présent qu'ils devraient en fait le résoudre par des réformes sociales à l'échelle européenne. Est-ce qu'on n'est pas dans un autre ordre de paradigme? Dans mon travail, j'utilise souvent les travaux de Nikos Poulantzas, qui est mort avant, donc il n'a pas travaillé sur l'Europe, sur l'Europe de Maastricht, mais en fait, ces travaux sur l'étatisme autoritaire sont repris souvent, à la fois quand on parle de l'Europe présente et des États-nations. Je pense il y a souvent des auteurs de la pensée critique qui font un constat de la situation actuelle comme une situation dans laquelle on a du mal à la fois au niveau national et au niveau européen à parler d'une démocratie substantielle. Mais c'est comme si en fait on avait changé de paradigme. Ça peut venir de différents côtés de la pensée critique. Ça peut être le côté plus marxiste, comme les travaux inspirés de Poulantzas, mais ça peut être aussi le côté plus Foucaultien, je pense aux travaux de Dardot et Laval, ou même au dernier livre de Frédéric Gros, sur la question de la désobéissance. Donc, est-ce qu'on peut ne pas considérer aussi les histoires alternatives à l'intérieur de la modernité politique? Donc ça, c'est, je dirais en fait aussi pour ce que je dis n'est pas très nouveau. Je dis ça fait partie en fait d'un certain corpus d'auteurs, mais ça c'est, je dirais, les critiques en fait extérieures au texte que j'aurai. Et après, je ne veux pas prendre trop de temps parce que je pense que la discussion avec le public est importante, mais si je peux, en fait, je ferai après des remarques en fait plus ponctuelles. Donc je pense que de manière très, très juste, vous entamez votre réflexion en articulant la question du national et de l'européen. Là aussi, en fait, donc vous cernez en fait la vraie question politique et théorique aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il est possible de penser un sujet politique au-delà de l'État-nation à un moment dans lequel l'Union européenne semble être seulement la sphère d'action d'une économie néolibérale? Mais vous dites, comme vous venez de faire, vous constatez en fait que cette citoyenneté européenne, elle est impuissante parce qu'elle n'arrive pas à créer en fait ce peuple européen. Je me demande sur ce point s'il n'y a pas une troisième possibilité, au-delà de cette dichotomie que vous avez construite entre la citoyenneté civique et la citoyenneté par les droits, qui serait la perspective, par exemple, d'Étienne Balibar, non, de regarder plutôt à la constitution matérielle de cette citoyenneté. Parce que pour moi aussi, dans mes travaux sur la citoyenneté européenne, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de citoyenneté politique européenne. Bien sûr, elle est peut-être passive, elle ne va pas dans la direction dans laquelle, d'un point de vue normatif, on le souhaiterait peut-être. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle n'est pas là? Si je pense aux citoyens grecs, est-ce qu'on peut aujourd'hui penser à la Grèce? Je pense cet exemple parce que c'est le plus clair en fait, c'est tellement limite que c'est clair.
eux, ils n'ont vraiment aucun contrôle sur leur politique à cause des plans d'ajustement structurel et de la clause des conditionnalités. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont reçu les prêts de la Troïka, donc la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne, à condition de faire en fait certaines réformes très spécifiques en termes de droit du travail, en termes de libéralisation économique, en termes de réforme de pension, et cela n'est pas négociable. Donc les réformes que n'importe quel gouvernement doit mettre en place après avoir reçu l'argent pour les prêts sont déjà établies, sont déjà négociées par avance. Est-ce qu'on n'est pas là vraiment dans un cas dans lequel la citoyenneté européenne devient un enjeu politique? Parce que ça est possible seulement dans le cadre européen et dans le cadre de la zone euro, ce qui amène une partie aussi de la gauche, pas seulement de la droite, à dire donc il faut casser le cadre. Même si je pense que ça, ce n'est pas du tout la bonne solution, parce que ça ne changera peut-être pas la question. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas voir qu'on est dans un plan qui n'est ni celui national, ni celui d'une Europe construite par le droit, ou d'une Europe en fait où le droit de type constitutionnel permet aussi de négocier ces réformes, ou pas pour tout le monde. Parce qu'après, c'est différent, c'est clair, si on est citoyen européen et grec, citoyen européen et allemand, et où on est situé en termes de classe aussi dans la structure nationale. Et ça m'amène en fait à la question aussi de fond sur le plan philosophique dans votre texte. Est-ce qu'il ne serait pas plus utile de partir en fait de la constitution matérielle de ce sujet européen et aussi de voir la manière dans laquelle on est en train d'assister à l'émergence d'une forme de citoyenneté qu'on ne peut pas lire ni à travers le paradigme national, ni à travers le paradigme post-national, habermasien par exemple, mais c'est autre chose. Et c'est dans cette citoyenneté européenne qui se cristallisent les rapports de force. Donc moi je parle par exemple dans mon travail d'une production de citoyens européens, et cette production ne vient pas, vient aussi de dans de force à l'intérieur de l'Europe. Et ça c'était aussi un point d'interrogation que j'avais en fait dans votre texte, parce que vous parlez souvent de l'Europe comme dans un contexte bureaucratique, de l'Europe comme dans un contexte dans lequel le citoyen est créé par les arrêts de la Cour de justice. Ça, c'est sans doute vrai. Il y a, c'est clair, cette dimension juridique. Mais quelle est l'articulation entre l'économique et le juridique à l'échelle européenne? Donc, cette réforme qui sont faites, elles sont décidées, elles sont politiques. C'est là où je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas intégrer aussi une réflexion sur la transformation précisément de cette subjectivité politique? Donc, par exemple, je me demanderais quelle est la place pour vous de toute la réflexion foucauldienne qui fait un lien, je pense au cours de Foucault sur la naissance de la biopolitique, entre la construction du sujet libéral, déjà en fait après la Renaissance, donc déjà bien avant l'époque présente, et après l'ordolibéralisme et le néolibéralisme. Est-ce qu'on peut penser que cette économie est quelque chose qui plane en fait complètement au-dessus aussi de l'articulation entre le concept et la praxis, je dirais? Ou d'où ça vient? Parce que parfois on aurait l'impression en lisant votre texte que on doit faire avec, en fait on doit se confronter à ça, mais c'est comme si c'était quelque chose qui est extérieur à cette histoire, à cette généalogie de la citoyenneté constitutionnelle, juridique, libérale. Donc ma question est, comment vous vous rapportez en fait à cette partie de la pensée critique qui met cela en relation? Pour le moment, je terminerai là. Merci. Je ne vais pas répondre à toutes vos questions. C'était très, très, très intéressant. Je veux dire, je peux pas. Elles se croisent d'ailleurs les questions. Vous êtes revenu à la fin sur le rapport avec l'économie. Ce que vous avez dit au tout début, si je rate quelque chose d'essentiel, vous me le dites. Je vais tenter de répondre. Vous êtes un peu impressionniste, mais ma réaction plutôt, de réagir.
Si vous, le point de départ, quand vous avez dit une question, quand vous évoquez l'économie, la crise, et avec l'exemple grec, ça va tout à fait dans mon sens. J'ai pas, je sais pas, si je devais développer mon argument dans cet article ou dans l'autre que vous avez eu l'occasion de lire, c'est effectivement l'exemple grec que j'évoquerai. L'articulation de l'économie et de la politique, c'est bien ce que j'ai voulu dire à la fin, c'est-à-dire que, bon, je vais peut-être répondre à une question de référent. La question est, quand vous parlez de l'Europe et de la citoyenneté, se croisent là des gens qui appartiennent, et tout à fait normal, c'est passionnant, qui viennent de disciplines totalement différentes. Les questions qu'ils posent tiennent aussi à leurs lunettes disciplinaires typiques, et ce que je vous ai présenté là, peut-être moins dans l'article précédent, parce que je m'étais assis sur une culture philosophique, j'avais sorti la culture philosophique de ma poche en quelque sorte. Ce que je vous ai présenté là, d'une certaine manière, c'est par hasard, je réagissais à des textes, ça sortait d'un colloque dont le thème était droit subjectif et citoyenneté, et la majeure partie du public était des juristes. Et donc là, je rencontrais des questions de juristes. La question de juridique, c'est droit politique, c'est politiste. La question de la communauté politique et du sens civique, c'est une question de politiste. Assez classique, si vous voulez. Je suis d'accord avec vous, c'était pas la discussion des auteurs que vous avez écrits, Esposito, Baliba, et puis la référence foucaldienne. Bon. Mais je pense qu'on a. Mais par ailleurs, les deux derniers que j'ai cités, le seul article, ce sont des juristes, mais précisément, ce qu'ils vont étudier en détail, c'est la façon dont. La mise en œuvre de la politique économique européenne s'appuie sur le droit. De ce point de vue, c'est très intéressant. Ils disent à peu près ce que j'ai dit à la fin de c'était ma propre prose, mais ce que j'ai dit à la fin de mon intervention, à savoir si les décisions, que je résumais en disant macroéconomiques, sont mises à l'écart de la prise d'une influence possible, sans fantasmer même sur la souveraineté du peuple, mais d'une influence possible des électeurs, les électeurs n'ont pas de raison de se déplacer. Bon, je caricature un peu, mais enfin, en gros, c'est ça. Mais la citoyenneté politique, on la donne, la citoyenneté européenne, on la donne aux citoyens membres des États européens au moment même où on leur interdit on rend impossible d'en faire un usage autre que protestataire, en fait. Efficace, autre que protestataire. Soit un vote d'adhésion, on est pour l'Europe, on préférerait que ça en soit une autre, mais enfin quand même, on est pour l'Europe, on va quand même aller voter parce qu'on va quand même pas ne pas s'opposer à ceux qui sont contre l'Europe, soit on va voter pour dire qu'on est contre l'Europe. Bon, donc ils articulent bien tous les mais ils l'articulent dans les termes, le problème, encore une fois, je reviens au problème général par rapport aux questions que vous posez, c'est dans quel cas se trouve-t-on et à qui on s'adresse en fonction de quels présupposés ont les gens qu'on a en face de soi. Alors vous avez posé des tas de questions fort intéressantes. Alors, je pique des trucs. Je pique d'ailleurs un truc qui m'a... Vous avez évoqué un moment, c'est dans le 4e point. Bon, le fait que vous travaillez sur Poulantzas, ça fait une éternité que je n'ai pas lu Poulantzas, donc je serais incapable de lire. En revanche, sur la question de savoir dans quelle mesure on peut encore parler de démocratie, question qui se pose continuellement, la notion de démocratie, comme on dit, est essentiellement contestée, mais enfin, je veux dire, on est toujours en train de repenser, et c'était directement lié à la citoyenneté. Les auteurs que je citais à la fin republiaient des textes de Hermann Heller. Et bon, alors dans une culture beaucoup plus classique, qui est un juriste libéral de l'époque de Weimar, et qui sont des textes très intéressants de l'époque. Enfin, lui, il y en avait d'autres qui étaient sur ces mêmes thèses, qui étaient sur la constitution de l'autoritarisme, de l'autoritarisme dans le cadre, en principe formel, de la démocratie. Je pense que c'est aussi, par une autre piste, par une autre matière, c'est une question qu'on doit se poser effectivement en Europe aujourd'hui. Alors ça fait intervenir des tas de choses. Il y a en fait d'intervenir d'une part les mises en question de certaines libertés, droits, etc. Je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie, qui sont aussi constitutifs de notre concept de la démocratie, même s'ils n'en sont pas la totalité. C'est la part libérale de notre concept de la démocratie, d'un côté. Une certaine tolérance, parce que quand même l'Europe ne monte pas au créneau très virulemment sur cette affaire.
les institutions européennes et la Commission européenne, et de l'autre côté, dans des pays qui, en principe, encore que, on pourrait s'interroger sur l'état d'urgence, etc., il y a des transformations de nos institutions lentes. L'idée Heller et prendre, c'est que les démocraties, ce qui renverse les démocraties, c'est pas simplement un coup d'État, mais qu'elle peut se transformer de manière insidieuse et devenir tout à fait autre chose que ce qu'elles étaient au début. C'est tout à fait ça. Et c'est effectivement un thème qui, aussi bien sur les modes de gouvernance économique que sur ce qui est sans doute le corollaire, les transformations, alors pas dans tous les pays, c'est pas de la même manière dans tous les pays, des transformations, des réductions, des limitations de liberté avec des arguments qui peuvent être compréhensibles. On observe les deux processus à la fois, et ils sont sans doute en partie liés quand on creuse. On a des raisons de s'inquiéter, de poser la question de savoir si nos institutions, plus exactement nos régimes sociaux et politiques, ne sont pas en train de se transformer quasiment de manière essentielle, même si c'est sous un mode non brutal. Bon, donc ça, alors sur sur le sujet politique, alors sur constitution matérielle, là je veux dire, je suis un peu perdue, cette notion ressurgit, et je veux dire que la matière de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, je l'ai présenté de manière beaucoup moins plus désordonnée. Je ne sais pas si c'est très élaboré aujourd'hui, mais je pense que c'est à peu près clair sur le plan didactique, mais je l'ai présenté, il y avait aussi d'autres éléments que j'ai élagués, dans un colloque sur la constitution matérielle de l'Europe qui a eu lieu à Caen il y a 2 mois. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu assister à la totalité du colloque, mais moi, j'ai un point d'interrogation sur la notion de constitution matérielle. C'est pas qu'elle ne gêne pas, c'est pas que, comment dire, je sais pas que je la refuse, mais quand on m'a proposé cette notion, bon, j'essayais de faire sens avec cette notion de constitution matérielle. L'initiatrice de ce colloque, Céline Join, une ancienne doctorante à moi, et qui est partie sur qui a écrit beaucoup sur Carl Schmitt, entre autres, mais qui travaille actuellement sur des juristes, d'abord sur Althusius, je ne sais pas si vous dites quelque chose, mais sur les traditions juridiques allemandes, et bon, elle est tombée sur cette notion de constitution matérielle, dont l'auteur, semble-t-il, l'origine, est un Italien. Alors quand elle veut nous expliquer ce que c'était, elle nous a donné mais c'est un Italien qui, quand on regarde le moment où comment il s'appelle d'ailleurs, son nom ne revient plus, enfin, j'ai lu le texte, un des textes notamment critiques sur lui, et puis il y a quelqu'un qui est venu nous présenter l'auteur en question, je trouvais ça, et c'est un moment où c'est une notion qui, quand elle apparaît là, est directement liée à une réflexion sur les partis politiques, et c'est lié, c'est quand même assez clair, au moment où il la formule, il est très proche des fascistes italiens. Bon, après, il a un peu modulé la notion, et c'est lié à l'idée que, bon, effectivement, si j'ai bien compris, que les partis politiques, en quelque sorte, sont devenus une sorte de forme vide, et que la constitution du peuple, elle doit s'exprimer plutôt dans un parti unique. Bon, c'est chez l'auteur en question. Ouais. Bon, il est évident que ce n'est pas cette notion-là. Bien sûr, mais mon problème, c'est que quand on va voulu m'expliquer ce que c'était que cette notion de constitution matérielle, je peux la comprendre aussi dans d'autres sens. Quand Hegel dit un peuple a toujours une constitution, à propos de ceux qui veulent, un peuple a toujours une constitution, il veut dire que et pourtant il se bat pour des constitutions écrites, mais il veut dire par là que on ne peut pas faire table rase et considérer que quand on institue un peuple sur le plan formel, on l'institue à partir de rien. Bon, c'est un discours. Donc un peuple a toujours une constitution, on peut étudier la constitution, la façon dont il est constitué, et ça ne se réduit pas à ce que disent les textes juridiques, à les textes politiques. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais alors, qu'est-ce que veut dire citoyenneté? Du coup, quand vous pensez la citoyenneté à partir de cette notion de constitution formelle, que veut dire citoyenneté? Si ce que vous voulez dire, c'est que ça ne se réduit pas à ce qu'en disent les textes, j'en suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je parlais de l'appropriation de cette citoyenneté européenne. Mon problème, finalement, on peut le déplacer et le formuler autrement, c'est finalement, comment se fait-il, dans l'autre texte, j'évoquais le fait que la citoyenneté nationale, l'histoire classique des États-nations européens, s'est développée à travers
des solidarités, enfin, le statut formel avait été approprié sur la base ou conjointement au développement de groupes, de sous-groupes. C'est une problématique qu'on développe aujourd'hui sous le nom de l'ontologie sociale, l'ontologie des groupes, etc. Bon, de groupes, alors je prenais 2 textes qui proposaient des groupes qui permettent de développer, d'éduquer le citoyen. Vous voyez, comment développer l'esprit civique chez des individus dans une société dont les structures économiques sont individualisantes. Vous avez la réponse hegelienne, ou vous avez la réponse Durkheim qui ressemble drôlement à la réponse hegelienne, à savoir des corporations. Bon, ce ne sont pas des corporations d'Ancien Régime, ce sont des corps intermédiaires, hein, parce qu'évidemment l'État est un peu trop loin pour que vraiment on s'identifie, mais c'est à travers la participation à ces corps intermédiaires que Durkheim, comme Hegel voulait constituer sur la base de l'appartenance professionnelle, ces corps intermédiaires permettent la formation du sentiment de solidarité, et à condition qu'ils soient bien articulés, ces corps intermédiaires, avec les institutions de l'État, ils ne vont pas être corporatistes au sens négatif du terme, ils vont au contraire ouvrir l'individu au sens du collectif. Fort bien. Corporatisme n'a pas bonne réputation, mais j'argumentais dans le texte sur le fait que si on regarde l'histoire du développement de la citoyenneté démocratique dans les États européens, il y a bien eu des associations intermédiaires, partielles, qui sont les syndicats, qui sont les partis politiques. Que le développement, l'éducation au sens civique se fait effectivement par la médiation de ces corps, le corps intermédiaire, il y a une ambiguïté sur le terme, mais de sous-groupes de solidarité sociale. Simplement, ce n'étaient pas des groupes imposés sur des bases professionnelles, c'était des groupes, même si parfois ils avaient un rapport avec les appartenances professionnelles, c'était des groupes dans lesquels les individus adhéraient librement. Et la seconde chose, c'était dans le cadre d'un développement non consensuel, d'une conception non consensuelle de la démocratie. C'est-à-dire que c'était des instruments de lutte. Bon, et mon argument pour l'Europe, c'est que, là j'avais lu les textes émanant de la Commission européenne pour favoriser le développement de la citoyenneté, c'est un peu atterrant. Enfin, ce que j'ai vu entre les mains était passablement atterrant. Bon, en gros, il s'agissait d'une part de convaincre les citoyens, de leur apprendre à connaître les institutions d'Europe, ça ferait pas de mal, et de leur faire mieux comprendre les politiques décidées au niveau européen. Mais l'idée que ces citoyens eux-mêmes pourraient avoir un mot à dire sur ces politiques est absolument absente. Et par ailleurs, Erasmus, j'apprécie beaucoup par ailleurs, avait une sorte de modèle, à savoir développer des solidarités, il faut qu'on se connaisse les uns les autres, etc. etc. Bon, c'est gentil, c'est plein de bons sentiments. Il y a même des choses sur lesquelles, sur le plan concret, on n'a pas de raison d'être contre. Mais l'idée fondamentale, pour ça j'insistais sur le fait que pour moi la citoyenneté c'est politique, l'idée fondamentale que le véritable citoyen est celui qui, d'une manière ou d'une autre, participe à la formation de la volonté politique, en tout cas un moyen quelconque d'influer sur elle, totalement absente. Bon, donc, donc ma thèse, je reviens à cette histoire de groupe, ma thèse est que, telle que fonctionne l'Europe aujourd'hui, c'est lié effectivement à l'économie, au fonctionnement de l'économie néolibérale. La possibilité de constituer les décisions de la Cour de justice européenne, de ce point de vue-là, ont un rôle de blocage très important. Les arrêts Viking-Laval sont très clairs, en fait, là-dessus. Elles empêchent, c'est pas simplement la langue, elles empêchent la possibilité de solidarité transfrontalière, par exemple, au niveau syndical. Liberté économique, plus avant des libertés sociales, en fait. Et donc, je ne dis pas qu'on avait des chances. Le problème des différences de langue est un problème réel, par exemple. Mais je ne dis pas qu'il y avait, on pouvait obtenir au niveau européen le développement d'une sphère publique, en quelque sorte européenne, identique à celle des États-nations. Mais je dis que l'Europe fait tout pour le bloquer. Par ailleurs, je ne sais pas si c'est ça que vous faisiez référence, mais c'est vrai qu'il y a des formes de solidarité au niveau des luttes. Hein, au niveau des luttes, c'est ça, le niveau des luttes. Mais
d'une certaine manière, elles restent, je pense, marginales. Le problème, c'est comment elles peuvent prendre, si vous voulez, comment elles peuvent C'est ça la prendre. question. Elles restent, bon, sur le plan des intellectuels que nous connaissons, que nous citions, on voit bien, vous voyez, comment ça circule. Bon, bien sûr, tous ces intellectuels sont engagés pour la Grèce, même Habermas aussi, appelé venir au secours aux Grecs, il veut dire. Mais et si j'ai bien compris, si je me souviens bien, Helmut Schmidt, avant de mourir aussi, il a poussé un grand cri, il a sauvé la Grèce. Bon, plaisanterie mise à part, honnêtement, c'est ce sont plutôt mes amis, donc vous avez évoqué d'une certaine manière, mais la possibilité, par exemple, à propos du populisme de gauche, indépendamment du fait que le populisme de gauche est souvent nationaliste, avec des teintures nationalistes, mais c'était l'idée de Balibar, développer un contre-populisme. C'est un contre-populisme qui, bon, il se base sur ce mot, c'est pas seulement le populisme de gauche, c'est quelque chose qui remet en question un certain nombre de tendances du populisme. C'est bien comme mot d'ordre, j'en suis entièrement d'accord, mais je pense que dans les structures de fonctionnement de l'Europe, il y a des choses, des éléments qui empêchent la possibilité que ça prenne. Donc c'est pas, sur le plan de théorie, alors si c'est ça le citoyen européen, alors c'est, bon, dernière question, qu'est-ce que ce sujet politique citoyen que vous évoquez, qu'avez-vous en tête? Quelle est la figure de ce sujet politique? Bon, et puis on pourrait reprendre la question, mais j'ai trop parlé, de l'immigration, de la question coloniale. Vous avez beaucoup élargi. Pardon. On regardera pour plus tard. Je vais vous donner directement la parole, les uns aux autres. Allez-y, n'hésitez pas. Qui vous posez? C'est toujours la première. Pardon. J'aurais bien eu votre point de vue justement sur la citoyenneté européenne via l'histoire coloniale dont vous avez parlé, Teresa Torino, et savoir si on peut faire une approche entre ces citoyennetés qui ont existé à travers les empires coloniaux et la citoyenneté aujourd'hui qu'on propose et les problèmes migratoires qui sont liés. Donc j'aurais vraiment souhaité moi, avoir votre avis sur cette question. Oui, bon, je ne peux pas répondre à la totalité de la question. Il y a d'une part l'histoire de la citoyenneté européenne, bon, l'histoire aussi de l'État social européen. C'est vrai que l'État social européen, il s'est développé sur fond de colonialisme, hein, si on prend l'histoire large depuis le début, au moins depuis le début du XIXe siècle. Bon, il y a ça. La question de l'immigration, qui bien sûr a des rapports avec l'histoire coloniale. Bon, si je prends, mais là je vais partir au fondement philosophique du sujet de droit. Et ma thèse, c'est que le sujet de droit, c'est-à-dire le sujet qui a le droit de revendiquer les droits au nom de l'égalité, hein, c'est effectivement le moteur, il a été le moteur de l'histoire de la démocratie moderne, et que c'est ce qui est absolument central, original, ce qui est parfaitement inédit dans l'histoire de la citoyenneté prise de manière plus large, en commençant par exemple avec Aristote, avec les Grecs. Donc ça, c'est bon. Destruction des hiérarchies, des différences de statut, etc. Bon. Alors, de ce point de vue-là, bon, par ailleurs, mais depuis le début, en quelque sorte, depuis le début, disons, depuis la Constitution, depuis la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, il y a eu cette dimension universaliste qui est inscrite dans la notion même de droit de l'homme. Finalement, la déclaration, elle prononce l'égalité des droits. Après, peu importe ce qu'elle liste, ça a été des discussions, mais c'est le principe de l'égalité des droits qui ouvre la possibilité d'en conquérir de nouveaux qui ne sont même pas inscrits, qui ne sont pas inscrits dans le texte, dans le cadre des luttes contre les discriminations, contre les inégalités, etc., ce qui s'est effectivement produit au XIXe et XXe siècle. Bon, simplement, dès le début, ce principe a été en friction avec la nation. Alors, si vous prenez le texte au moment révolutionnaire, notamment au moment de la Révolution française, un grand enthousiasme, l'idée c'est que progressivement tous les peuples vont devenir républicains. Donc on s'inscrit dans une histoire où tout le monde aura des droits politiques, droit à l'égalité, etc., dans le cadre de son pays. C'est à tel point que on a donné, même si c'était un nombre limité d'individus, des citoyennetés d'honneur à des gens qui n'étaient pas français.
donné, la citoyenneté, parce que l'idée que la citoyenneté était universelle, mais elle ne pouvait se réaliser que dans un cadre de la communauté politique héritée, qui était le cadre de l'État territorial. Bon, la friction, elle existe, cette tension, elle existe depuis toujours, et puis elle a existé sous des formes catastrophiques, qui a été aussi l'organisation des degrés de citoyenneté, enfin des citoyennetés de second ordre, etc. Bon. Maintenant, si on réfléchit sur... alors, maintenant j'aborde, et je fais un saut parce que je suis incapable de répondre à la totalité des problèmes que vous aviez posés et que vous posez ici à nouveau. Si je réfléchis, mais là on est dans la philosophie, enfin philosophie que je crois pouvoir montrer sur la base de Kant, qui est un auteur individualiste, libéral, tout ce que vous voudrez, mais qui à mon avis fait une analyse, une compréhension de ce qui est en train de se produire sur le plan des représentations de ce qu'est un droit, dans le moment de la Révolution française, qui est absolument remarquable. Et en fait, ce qui, pour lui, est je veux dire de manière très, je peux montrer ça sur texte, mais je ne vais pas faire là, ce qui est lui au fondement de tout droit, c'est le droit de tout individu à avoir un endroit sur terre pour vivre libre. Fondamental. Pour ça, tous sont topo sur la terre qui est ronde, il faut se partager, etc. On dit mais oui, c'est factuel, effectivement. L'idée, c'est que il a beau dire Beati possidentes, heureux soient les possédants, il n'est pas en train de nous dire que heureux soient les possédants parce qu'il ne s'inquiète pas trop de savoir la distribution, si on a un peu plus de terre ou un peu moins de terre. L'idée, c'est que le premier qui l'a pris, c'est à lui. Ok, mais il est absolument impossible, dans la logique de sa démonstration, il le dit d'ailleurs explicitement, que ceux qui ont pris empêchent les autres de prendre. Ouais. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, le globe terrestre, il réfléchit avec la propriété de la terre. Hein. Vous pouvez faire toutes les transformations que vous voulez en introduisant le capital mobilier, etc. Il réfléchit avec la propriété de la terre, c'est que pour que la notion de droit ait un sens, au sens des modernes, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas simplement quelque chose qui est conféré de façon arbitraire par un pouvoir, conféré de façon arbitraire par un pouvoir, ça veut dire que ce pouvoir peut aussi le retirer, hein, restreindre les droits, les limiter, etc. Bon, pour que la notion de droit ait un sens, avant même sa positivisation qui est sa garantie par un pouvoir, elle doit reposer sur la liberté, c'est-à-dire le droit de tout être humain à avoir un lieu sur Terre pour vivre libre. Si vous prenez ça comme fil conducteur, actuellement, le problème est que le monde est constitué de telle sorte qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas un endroit sur Terre pour vivre libre, et que l'Europe, effectivement, la forteresse Europe, je ne rentre pas sur les questions techniques, j'ai aucune solution pour comment résoudre le problème de l'immigration. On voit tout ce qui est scandaleux, on peut les dénoncer, je les dénoncerai aussi, et en même temps, on est confronté à ce problème que à partir du moment où on refuse l'accès, non pas simplement des gens qui sont poursuivis politiquement, mais des gens qui, pour des raisons économiques, je ne vois pas pourquoi, les réfugiés économiques n'auraient pas aussi le droit, eux, d'avoir un endroit, à savoir, outre le fait que la distinction est souvent difficile à faire, mais avoir un endroit sur Terre pour vivre libre. Bon, et c'est quand on refuse les frontières, quand on bloque les frontières de l'Europe, pour des raisons qui peuvent s'expliquer, des tas de raisons, l'Europe, en quelque sorte, la démocratie européenne, effectivement, est en train de s'asseoir sur ce qui est la véritable innovation de la démocratie moderne, en fait, et qui était aussi une innovation européenne. Je lis ça comme ça, si vous voulez. Donc sur le plan, non, mais c'est sur le plan normatif. Sur le plan normatif, ça explique aussi, ça légitime le fait que ça nous paraît scandaleux. Et en même temps, ça supposerait une gouvernance mondiale, un mode de gouvernance mondiale, je ne veux pas dire un État mondial, un mode de gouvernance mondiale dont on est très 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 loin. Ça donne des arguments pour la critique, ça ne donne pas des solutions pratiques. Autre question ? Allez-y. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Alors je me sens très en accord avec les thèses de Madame Coelho-Tellem. Alors je trouve juste un petit peu charitable avec la thèse de Julien Maroche, mais non. Je vois pas bien
comment, alors en toute amitié avec Julien Baroche, que j'apprécie beaucoup, mais je vois pas comment, pour lui, une citoyenneté européenne est possible autrement que sur le modèle de l'État-nation, en vérité. Alors, parce que, bon, c'est bien beau de dire que, de s'autoproclamer non-nationaliste, etc., ou éloigné des nationaux républicains, mais quand même, il me semble que qu'il réduit néanmoins la communauté politique à la nation, dans la mesure où la communauté politique, elle est nécessairement présentée comme une communauté verticalement intégrée. Or, une communauté verticalement intégrée, c'est le modèle historique de l'État national. Et du coup, on est évidemment bien éloigné du modèle horizontal qui est celui de l'Union européenne. Et en amont, sur le plan systématique, j'ai l'impression que c'est quand même l'affirmation que la communauté politique verticalement intégrée constituerait l'horizon analytique indépassable de la démocratie. C'est-à-dire que on aurait affaire ici à un cadre nécessaire, non contingent, et pas simplement historique, du coup. Et tant qu'on refuse, il me semble que systématiquement parlant, tant qu'on refuse de découpler la communauté politique verticalement intégrée de la démocratie, eh bien, tout transfert de fonctions de souveraineté étatique à une échelle qui serait autre que nationale, supranationale, européenne, eh bien, ça ne peut être interprété que comme une perte de démocratie, comme une perte de souveraineté populaire, et donc comme une perte de démocratie, si bien que de ce point de vue, il me semble que c'est structurellement que la construction européenne se voit affectée d'un déficit démocratique. Du coup, je ne vois pas bien comment, dans cette perspective, une citoyenneté européenne puisse être envisagée autrement que sur le modèle de l'État-nation. Si bien qu'il me semble que l'arrière-plan systématique de ce type de thèse est proche de ce que soutient Marcel Gauchet dans La condition politique, et proche de ce que soutient Pierre Manant dans son bouquin sur la raison des nations. Donc, à mon sens, si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis que je le trouve très charitable, parce que je ne vois pas ce qui l'éloigne des nationaux républicains, en fait, fondamentalement. Je ne sais pas si je suis charitable, là vous êtes dur. Bon, par ailleurs, en plus, je parle d'un article que vous n'avez pas eu entre les mains, je suppose. Hein, il est venu souvent. Il est venu, bon. Ok, bon, là, d'accord, vous avez discuté avec lui là-dessus. Écoutez, tel que j'ai lu l'article, et d'ailleurs il était au colloque de Caen que j'évoquais, donc on a commencé un peu la discussion. Je pense qu'il pose un vrai problème, et alors, pas sur la ligne que vous dites, parce que finalement, ce que vous dites, si je l'entends bien, j'entends mieux ce que vous dites à propos de Dieter Grimm, la position de Dieter Grimm, l'histoire de la compétence, etc. Ça, bon. Mais ce que, bien sûr, il parle le vertical et les questions du vertical dans son texte, mais je pense qu'il pose un vrai problème. Alors, j'ai dit, sa conception de la communauté politique est quand même très largement étatique, nationale, quoi qu'il en dise. Mais il pose un vrai problème qui est celui de la clôture. Est-ce que oui ou non, la communauté politique doit être close? C'était le texte de Sheila Ben Habib, sur le droit des autres, je sais pas comment ça s'appelait, où elle disait à un moment, bon, c'est une frontière poreuse, soit, mais l'idée que si on... Alors, moi, je l'avais critiqué sur ce point de vue, mais c'est un point de vue que je respecte, comme on dit dans le langage politique aujourd'hui, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est un point de vue que je respecte, je ne suis pas du tout d'accord, non, j'avais critiqué parce que elle, pour moi, c'était une position très intéressante, mais son idée, elle raisonnait à partir de la souveraineté du peuple. Et donc, c'est cette notion que je l'ai évacuée en disant ça ne nous sert pas, ça nous embête plutôt qu'autre chose, enfin, pour aller vite. Mais son idée, c'est que pour qu'il y ait une communauté politique, je ne dis pas exactement dans ces termes, je dis dans les termes plus caricaturaux, il faut, pour qu'un peuple soit maître de son destin, encore faut-il que ce peuple soit délimitable, repérable, définissable. Donc, qui est ce peuple? Quelles sont les frontières de ce peuple? Il faut des frontières. Qui a le droit de se prononcer? Est-ce que n'importe qui peut débarquer et participer à ce débat politique qui va décider de la manière dont nous nous organisons, des lois qui vont être les nôtres, des politiques que nous allons mener? Je pense que cette question, elle doit être complexifiée en fonction des transformations, ce que j'appelle la typologie des pouvoirs contemporains, mais elle reste une question pertinente. Et je pense que c'est cette question... alors peut-être qu'il mélange effectivement avec l'autre aspect que vous évoquez, mais je pense que c'est cette question qu'il posait, ce qui m'a amené
à m'intéresser au texte, c'était précisément qu'il nous interrogeait sur ce que c'est qu'une communauté politique et quelles sont les conditions d'existence d'une communauté politique. Est-ce qu'il peut y avoir une conception de la citoyenneté sans communauté politique? Et je suis d'accord sur le fait que même si la logique de la démocratie ouvre sur des espaces, disons, cosmopolitiques, à condition de les concevoir comme extrêmement complexes dans l'articulation, je veux dire par là que c'est effectivement, pour moi, de l'ordre des luttes démocratiques que de s'engager dans des ONG ou etc. qui luttent contre la faim dans le monde, etc., etc. Bon, la faim dans le monde, c'était un vieux thème, enfin, je veux dire, des engagements qui sont transnationaux, ça appartient aussi à la logique de la démocratie, mais il demeure que ce sont aussi des communautés plus ou moins closes dans lesquelles se décident un certain nombre de choses. Et la question est de savoir qu'est-ce que c'est et quel type de clôture on peut accepter ou ne peut pas accepter. Et est-ce que dans une notion... Excusez-moi, j'ai dévié. Ce que je voulais dire simplement, c'est que si la communauté politique, c'est l'humanité tout entière, et ça, on peut l'argumenter, c'est une des thèses de Julien Laroche, et on peut l'argumenter avec Kant, c'est plus une communauté. C'est plus une communauté politique. C'est pas une communauté politique. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait son texte. C'est pour ça que j'étais peut-être charitable, alors que vous m'avez l'air, mais vous avez, ça renvoie à discussion. La question, c'est celui du mode d'intégration. C'est-à-dire, oui, j'ai bien compris. Est-ce que seules les communautés qui sont intégrées verticalement sont des communautés politiques? Alors l'Union européenne ne sera jamais, parce que c'est une communauté qui est intégrée horizontalement. C'est pas pour autant qu'elle n'a pas de principe de fermeture. Mais attendez, les États aussi, ils étaient intégrés horizontalement, ils étaient verticalement. Bien sûr, les États ont été intégrés verticalement. C'est le schéma historique que met en avant Gellner, qui est celui de l'État-nation. Maintenant, l'Union européenne, en intégrant les États, c'est fait sur un schéma horizontal de coordination des peuples, pas du tout sur un schéma vertical. Du coup, on a évidemment une communauté des peuples, et on a une démocratie, évidemment, on n'a pas un peuple européen, on l'aura vraisemblablement jamais. Ou alors, enfin, j'en sais rien, peut-être. Oui, mais si vous regardez l'histoire de certaines des nations européennes, une par une, vous savez, il y a quand même, ça a mis du temps avant que tout le monde devienne citoyen dans le fond des campagnes, hein, et que les gens se sentent plus citoyens français que citoyens. Bon, il y a eu l'épisode de la guerre, les épisodes de guerre, les périodes dans lesquelles les différences entre les nations, etc., se font. Enfin, je dirais, il a fallu aussi imposer par la force le français comme langue généralisée au milieu du 19e siècle. Donc, je veux dire, il y a aussi la dimension verticale et existait, c'est ça que je veux dire. Oui, non, mais je pense qu'il ne dit pas le contraire. Oui, d'accord, vous dites la dimension verticale. Ça n'est pas reproductible aujourd'hui pour une communauté. Oui, la question, c'est pas reproductible aujourd'hui. C'est pas reproduit aujourd'hui. Oui, d'accord, ok, non, excusez-moi, bien sûr, c'est ce que vous dites. Il y a un siècle de... Oui, bien sûr, on est d'accord. La communauté européenne telle qu'elle existe, elle ne s'est pas intégrée de la sorte. Les États n'ont pas été intégrés à cette communauté de la sorte. À cette communauté de, pardon la communauté européenne, enfin l'Union européenne, les États, est une communauté d'États qui ne s'est pas intégrée sur ce schéma-là. D'accord. Qui est celui qui est le schéma stato-national. Du coup, si on suit les raisonnements qui sont ceux de Julien Baroche, on peut penser qu'on n'aura jamais de citoyenneté au niveau européen, puisque ce ne sera pas au sens du modèle stato-national. Ça, je suis d'accord. Ça, j'étais d'accord. Pardon. Non, mais j'allais dans mon sens quand je disais. Juste une petite remarque. Qu'est-ce que vous faites de la Suisse? D'accord. Qu'est-ce que vous faites de la Suisse? C'est pas un État-nation? Si, ou c'est un État-nation? Il y a plusieurs nations. C'est une fédération. C'est une fédération, mais c'est un État quand même. Ce sont des États fédérés. Oui, non, mais Est-ce que, pardon. excusez-moi, pour interroger ta question, en quoi peut-on dire que la communauté européenne est seulement une communauté horizontale? Il y a quand même des compétences propres, il y a quand même un pouvoir de décision qui s'impose aux États, certes par un transfert de compétences, mais enfin, je veux dire, on le voit quand même suffisamment. Donc, il n'a pas été imposé par le haut. Il a été voulu par second. Oui, non, mais d'accord, mais à partir du moment où il existe, il y a bien une verticalité. Oui, mais c'est pas en ce sens-là. Il n'emploie pas le mot verticalité dans ce sens-là. Juridiquement, il y a bien sûr. Oui, je pense que quand même. Ce qu'il veut dire, ça reste une communauté politiquement volontaire, c'est ça qu'il veut souligner. On y entre volontairement, éventuellement, mais on en sort volontairement. C'est dur d'en sortir. Fédération. Et c'est qui le on la formule, on y rentre volontairement.
on en sort plus difficilement. C'est tout le monde la formule. Quand les Français décident et quand les Irlandais décident de ne pas adhérer à un traité, on les y contraint d'une manière ou d'une autre par un statut juridique. C'est qui le monde de la formule? C'est les élites, les décideurs politiques, le Parlement, le peuple, les citoyens. C'est un peu compliqué quand même de continuer à parler à des mots. Oui, excusez-moi, par politesse, je n'ai pas répondu sur la Suisse, et puis je n'ai pas d'ailleurs des raisons, des explications, réponse définitive. Vous parlez toujours d'État-nation. Bien sûr, non, c'est pas tout à fait, vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle cette conception de la communauté politique, qui est celle du texte de Julien, dont je disais qu'il voulait une notion de la notion politique qui ne soit pas calquée sur l'État-nation, mais en fait, elle l'était largement, et je ne sais plus, j'ai peut-être sauté ça dans mon texte, je disais, en m'appuyant sur l'ouvrage que j'évoquais du collègue Dieter Gosewinkel qui a fait cette grande fresque, il y a des formes de citoyenneté qui sont dans des États qui étaient multinationaux. Alors évidemment, ils étaient aussi parfois, il y avait des citoyennetés graduées, graduées différentes, il y avait des sentiments d'appartenance qui étaient différents, mais c'est vrai que ça coince un peu, je veux dire, quand on se prononce sur la citoyenneté européenne en prenant uniquement comme modèle une conception de la citoyenneté étatique nationale dans lesquelles en fait on a en tête c'est la France, c'est un peu mince, c'est un peu léger. Voilà. Alors sinon par ailleurs je vais simplement, je crois qu'en fait la discussion, il faudrait qu'on la reprenne ou la développer éventuellement avec Julien. Je vais critiquer des gens qui sont absents, mais heureusement que vous connaissez ces thèses. Oui, non, mais d'accord, mais tous les gens dont je discute aujourd'hui, je me souviens, sont des amis. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être faudrait s'expliciter ce qui apparaissait, c'est ce qui est le vertical et l'horizontal. Parce que moi, quand je vous évoquais Dieter Grimm, je pensais à ça parce que j'ai relu, outre des textes qu'il écrit depuis une éternité sur ce même thème, depuis longtemps depuis ce même thème, et puis un article récent qu'il a publié il y a quelques 15 jours dans l'IFATS en Allemagne, je sais plus quel propos d'ailleurs, enfin il revient toujours sur ce même thème, à savoir que l'horizontalité c'était les traités transnationaux, les traités internationaux, l'Europe s'est constituée avec des traités internationaux, mais à un moment, il y a la Cour de justice européenne qui a décidé de la primauté ou de l'applicabilité immédiate du droit européen. Et il dit, à ce moment-là, pour lui, dit-il, il y a eu une constitutionnalisation sournoise, en quelque sorte, par les juges de l'Europe. Bon, et alors lui, il argumente, après, il argumente sur je discutais d'ailleurs avec Arnaud Le Chevalier, je lui ai montré l'article en disant, le problème c'est qu'est-ce qu'on entend par souveraineté. Il argumente en disant que, bon, en fait, on a discuté parce qu'il y a deux termes en allemand, il y a souveraineté et Hoheitsrecht. Et spontanément, quand on n'est pas, on traduit par droit de souveraineté. Sauf que c'est pas la même chose. L'idée, bon, ça vient du fait de l'histoire évidemment à l'Allemagne, et donc l'idée c'est que disons, la Hoheitsrecht, c'est ce qu'on peut effectivement déléguer à l'Europe, dans l'idée qui est celle de Dieter Grimm. Ce qu'on ne peut pas déléguer, c'est la souveraineté. Alors, de fait, les Hoheitsrecht, c'est des transferts de souveraineté, et l'idée, c'est que la souveraineté à proprement parler, c'est ce qu'il appelle la compétence de la compétence, c'est-à-dire, effectivement, la compétence de la distribution des pouvoirs. Bon. Donc, mais toute cette argumentation, je veux dire, il y a toute cette argumentation-là qui peut être pensée dans les termes que vous évoquez, l'horizontale et le vertical, mais on peut y mettre autre chose dans cette position. Une ultime question et une précision pour l'Europe. Les gens qui réfléchissent à l'Europe à partir du modèle suisse, ils sont assez nombreux, ils travaillent plutôt dans l'autre option, plutôt dans celle de Justine Lacroix, Calypso Nicolaïdis, parce que le cas suisse, c'est finalement plusieurs peuples. Il y a une Suisse alémanique, il y a une Suisse romane, ils sont très séparés, il y a simplement des règles du jeu communes. Donc l'idée de démocratie, elle est née en Suisse avec des philosophes suisses. Ils forment quand même bien une communauté politique d'une certaine façon. Oui. Des communautés politiques intégrées avec des règles du jeu. C'est ça l'idée. Non pas une communauté au sens que nous entendrions dans le cas français. Où il y a une fusion de l'État et de la nation. Là, il n'y a pas du tout de fusion. C'est juste de cette question. Pardon, ultime question. Merci, je pense que c'est mieux de laisser maintenant. La question, c'est un peu l'ordre de la discussion récente. À votre avis, est-ce que l'euroscepticisme est un produit de la distance entre les citoyens de l'Union européenne et la scène politique de l'Union européenne? Excusez-moi, je suis un peu sourde, j'ai pas entendu totalement pour donner plus. Est-ce qu'il y a une... Est-ce que l'euroscepticisme, c'est un produit de la distance entre les citoyens
de l'Union européenne et le scène politique de l'Union européenne. Vous y répondre? Les élites. Oui. Oui, allez-y. C'est une question très compliquée, très complexe. Non, je dirais que non. C'est-à-dire, vraiment pour moi, c'est très difficile de parler de la question de l'Europe à présent comme si on parlait d'un enjeu clos. Je pense vraiment, pour moi, l'euroscepticisme, c'est une réponse aux vagues de migration. Et non seulement, c'est pas la question de la quantité, hein, c'est sans doute avec la guerre en Syrie, ça a augmenté en termes de quantité, mais pour moi, c'est pour ça que je tiens aussi à la question coloniale, c'est vraiment la question je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas penser la citoyenneté européenne sans changer notre identité. C'est une question qui est posée par les immigrés aujourd'hui, mais qui est déjà posée par l'histoire coloniale européenne. Et donc, je pense qu'on ne peut pas dire on va garder notre identité, qui a très bien fonctionné jusqu'à présent, et l'élargir. Mais ça demande vraiment de changer aussi notre identité à nous. Et je ne veux pas encore faire des provocations, mais en France, la question de l'islam, elle est centrale, par exemple. Pas qu'en France d'ailleurs, mais c'est là la question, et c'est là l'euroscepticisme, je pense, c'est une réponse de peur. Parce que c'est bien plus facile de s'attacher à son identité nationale, donc on ne veut pas même la remettre en question à l'échelle européenne, pour se sentir fort vis-à-vis de gens qui questionnent en fait cette identité. Sans doute après, c'est clair qu'il y a un problème d'élite européenne, mais ça, il y a un problème aussi d'élite nationale. Donc je ne le vois pas ça comme le problème principal. Mais c'est vraiment la question de la citoyenneté comme cette identité. C'est peut-être là la question de la nation. Je ne pense pas que la question du vertical ou de l'horizontal est centrale, mais la question de la nation pour moi est centrale dans la question de l'euroscepticisme, parce qu'on met la situation externe aussi à l'Europe et l'histoire européenne remettent en question la manière dans laquelle nous sommes pensés comme Européens. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Goulven, alors vraiment la dernière. C'était juste pour prolonger sur ce dernier point, c'est intéressant, mais dire l'euroscepticisme, c'est des peurs, y compris sur la question d'identité, ce qu'on pourrait discuter longuement, et c'est tard. Moi je pensais à la Pologne, là, aujourd'hui, qui offre au regard de la discussion aussi un exemple intéressant. En Pologne, aujourd'hui, on a un gouvernement de droite, eurosceptique, non libéral ou libéral, tout ce qu'on voudra, qui est en train de réformer les retraites et de proposer aux Polonais de revenir sur les réformes néolibérales qui ont été menées. Et je pense qu'on n'est plus seulement dans la question, dans une attitude, y compris intellectuelle ou politique, qui consiste à dire et à dénoncer les peurs après les avoir énoncées. Je pense qu'il faut aussi qu'on regarde ça de près. C'est-à-dire qu'ils commencent à donner envie de voter pour eux, et pour un certain nombre de gens. Et s'ils construisent la majorité politique, et s'ils se stabilisent dans la durée, c'est aussi parce que ces envies, elles sont, me semble-t-il, de plus en plus évidentes, et que leurs programmes sont, quoi qu'on en dise, de plus en plus sociaux, au risque éventuellement qu'ils finissent par devenir nationaux sociaux. Ça peut rien dire, effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, ce genre de choses, mais à savoir que des États qui ne sont pas démocratiques ou qui ne sont pas beaucoup, etc., peuvent par ailleurs être plus protecteurs que si l'État autoritaire, Hermann Heller, etc. Je vais rappeler quand même que quand Hitler est arrivé au pouvoir, vous demandiez, il y a eu une réduction du chômage par les grands travaux, mais moi je me souviens encore, ça fait très longtemps, du père de la correspondante. La première fois j'étais en Allemagne il y a 13 ans, discutant avec mon père, et le type disait, quand j'étais au chômage, et j'ai eu du travail immédiatement, c'était sous son premier souvenir de... Et ça c'était un phénomène très... Bon, oui, ce que je veux dire, c'est que, pour revenir à la notion de démocratie, ça pose la question, effectivement, le problème, c'est que, un des problèmes est que la protection, on en revient à la notion de droit, vous voyez, le droit peut être compris comme une protection. Et si on le comprend comme une protection, on peut parfaitement avoir ce genre d'état protecteur. Kant faisait le procès de l'état patriotique, il opposait l'état paternaliste, et ce qui est gommé là-dedans, c'est la liberté du citoyen, la liberté d'intervenir, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, tant que
liberté du citoyen et tout ce qui la permet, c'est-à-dire l'indépendance de la justice, etc. Tout ça, c'est ce côté, mais vous pouvez parfaitement avoir des États autoritaires, dont on aura quand même du mal à dire qu'ils sont démocrates, qui assument, plus ou moins bien, mais qui assument ces fonctions protectrices, que nos États démocratiques libéraux cessent ou assument de moins en moins, de telle sorte que, effectivement, ils découragent, en quelque sorte, ou ils font de l'éducation démocratique à l'envers, c'est-à-dire que ils produisent du non-citoyen. C'est rapide de le dire comme ça. Bien, merci à tous. Merci.